Et bienvenue tout le monde, c'est Matt, aujourd'hui nouvelle interview. Et pour cette nouvelle interview, je suis en compagnie de Félix. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, Super. très très bien, merci de m'accueillir dans ce beau setup, très beau setup. Et bah avec grand plaisir, c'est vrai que j'ai quand même de bons retours sur ce setup. Et il y a beaucoup de personnes qui veulent le voir, étonnamment. Enfin, moi je le vois tous les jours, donc c'est pas fou. Du coup, nouvelle interview, et on aura un thème très sympathique, vous l'avez vu dans le titre. On va parler un peu des cartes Pokémon dans tout ce qui est un peu musée, etc. Aujourd'hui, la vision qu'a Pokémon sur le monde, parce que tu travailles un peu dedans. Je vais te laisser un peu te présenter. Vas-y, alors donc moi Félix Babo, gentillesse sur les réseaux sociaux. Je suis collectionneur et historien de l'art spécialiste de la licence Pokémon. Okay. Dans le côté pro, je travaille au musée d'Orsay, je suis manipulateur d'œuvres d'art. J'ai aussi pu participer en fait à la création d'une exposition au musée de la carte à jouer d'Issy-les-Moulineaux sur le thème justement de Magic Pokémon et du TCG en général. C'était hyper intéressant. Moi personnellement, alors évidemment j'ai connu enfant, j'ai beaucoup joué par exemple à Pokémon version noire. Okay. Parce que t'as quel âge toi aujourd'hui? J'ai 28 ans, okay. Donc j'ai connu la version noire où tu jouais au jeu de cartes et j'ai adoré cette version. Alors avant j'avais joué... Version noire c'est la DS? Non, je dis version noire, j'aurais dû... celle du TCG. Je vois pas. T'as une version Game Boy où tu joues au jeu de cartes à jouer, à collectionner. Ah oui, le training card. Ok. Ouais, c'est ça. Mais il est là d'ailleurs. Gros fan de ça. Alors ça, c'est ce qui m'a mis dans les cartes. Okay. Mais alors avant, évidemment, avant de savoir lire, j'ai joué à Pokémon Rouge. Okay. Je suis un grand fan du travail qui a été fait par Satoshi Tajiri, Julien Bardakov dans la traduction, qui a su transposer ce côté très didactique dans la langue. Je suis un grand fan de ces personnes et du travail qu'ils ont fait. Et donc les cartes, notamment par le biais de cette version noire... Est-ce qu'elle était dure la version? Pour moi, j'ai trouvé ça tellement dur. Moi à l'époque, quand j'étais gamin, j'en chiais tellement. Pas tant que ça, parce qu'en fait, alors le début était... non, c'est pas ça, c'est que aussi moi j'aime bien les jeux un peu de stratégie comme ça, et non, à partir du moment où t'avais des cartes qui roulaient mieux que d'autres, genre un sécateur roulait pas mal sur le jeu, un sécateur, Tauros, Kangourex, t'avais des cartes vraiment qui étaient un peu au-dessus. Okay. Et moi j'étais sur Dracofeu. Bah plus dur à placer, moins... Après moi c'était des trucs qui étaient plus adaptés pour l'intelligence du jeu. Tu vois, le but c'était d'aller vite, taper fort et d'enchaîner les victoires, mais après tu me parles de ça, moi ça date de ouf. J'ai limite envie de... Là, après on regarde. Je suis chaud de regarder... Faire une partie, ça fait... Mec, j'ai pas lancé le jeu depuis des dizaines d'années. Ça doit être à peu près pareil, il doit être là, j'ai ma Game Boy qui est là vraiment dans le truc... Et le jeu est encore là-dedans. Je sais qu'ils ont sorti une version Game Boy Color, il y a un 2 qui est sorti, mais pas chez nous. Je crois que c'est sorti qu'au Japon ou dans les pays anglophones. Et encore pour les pays anglophones, je suis même pas sûr. Et j'ai très envie d'y rejouer. Enfin, c'est un truc vraiment... faudrait que je me le procure. Tu m'as redonné une petite hype, tu vois. C'est genre cool. Avec les petits décors à la fin où t'as des petites étoiles. Petites animations. Ouais, c'est ça. Non, c'était très cool. Les petits boosters, t'avais des boosters alternatifs. Oui, c'était pas les... Il y en a certains qui étaient copiés des vrais boosters, mais t'avais des boosters qui étaient pas les mêmes. Et je sais pas, ça donnait un côté magique. Ok. Et du coup, t'es retombé un peu là-dedans, comme tu disais. C'est ça, donc j'ai collectionné enfant. Moi, j'ai perdu ma collection d'enfants. Un drame. Je vais me baigner anniversaire avec des potes. J'étais petit, des potes de ma mère. Il y avait un pote qui collectionnait des cartes, donc j'en ai de mes cartes. On fait les cons, on va se baigner dans la rivière habillé, mais je laisse mes cartes dehors. Ma mère vient me chercher, on doit partir. Je suis habillé, trempé. Elle m'engueule, elle me fait tu montes dans la voiture, on part, j'oublie mes cartes. Gros, j'ai très mal. J'avais un Celebi Pop, Celebi X Pop, qui était ma carte, ouais c'est ça, qui était ma carte Graal. Je l'ai pas encore récupérée, j'en ai pas racheté depuis parce que c'est elle pop rarement et elle est plutôt chère. Aujourd'hui, ouais, elle est un peu plus cher. Après, ça va, Popcat, il est très accessible en termes de... Ouais, mais c'est qu'elle sort rarement. Elle sort assez rarement. Et moi, je collectionne donc du coup des cartes plutôt abordables. C'est-à-dire que je vais pas chercher l'état neuf. La carte, si elle a une pliure, je m'en fous tant que c'est pas sur l'illustration. Et encore, il y a certaines cartes où, pour avoir un budget qui m'intéresse, petite pliure sur le lot, c'est pas très grave. Oui, après, oui. Après, de toute façon, après, tu vois, chacun sa manière de collectionner. Moi, tu vois, il y a des cartes Wizard à l'époque, en édition 1, ça sortait tellement pas que je prenais ce qu'il y avait. Bon, j'évitais un torchon aussi, mais oui, tu vois, s'il y avait un petit pli, tu vois, j'ai certaines de mes cartes Wizard en édition, je crois que c'est la Démolosse de Révélation, qui a un coin qui il y a quelqu'un qui l'a mâchouillé, tu vois. J'ai un réflexe comme ça. Ouais, forcément, tu te dis, bon... pas mieux, ou ouais, là c'était vraiment, ou même des histoires de l'eau, ouais, c'est... Pour moi, tant que j'ai l'illustration, j'ai l'objet,
Attends, tu vas me dire, est-ce que ce genre de carte... Attends, parce que j'en ai une. Je crois que c'est la pire carte que j'ai. Faudra qu'on revoie... Ah ouais, faudra non, qu'on alors revoie- ça pour le coup, Ouais, t'inquiète, il y aura des plans de coupe, mais... ça même pour moi c'est too much. Ah non, ça c'est là... Ça pour moi c'est too much, tu vois. Genre, on peut même plus être sûr que c'est une vraie, tu vois. Elle a été plastifiée. Non, elle a pas été plastifiée, mon. Je sais pas ce qu'elle a eu. Non, en gros, ça j'ai pas. Ça, j'ai récupéré ça dans un lot, et bon, aujourd'hui je l'ai racheté en meilleur état. Mais à ce stade-là, j'ai pas. Non, c'est que je pensais, j'ai un Florizard qui a été plié à peu près à ce niveau-là, il a été plié. Ouais, comme beaucoup de cartes, bizarrement. Et ça me gêne pas. Mm. Je te dis, j'ai un Renflex qui est bouffé au coin, ça me gêne pas non plus. Si un jour j'en ai une à prix abordable qui me Meilleur permet de état, ouais. remplacer, je ferai le remplacement, mais c'est maintenant que j'ai l'objet, ma priorité c'est plus de l'acquérir en meilleur état. Ok. Et du coup, ouais, par rapport à cette collection, t'as repris... C'est ça, vers 2012-2013, j'ai ok. trouvé un booster set de base édition 1 à 35 €. Ouais. Je suis allé voir les prix des boosters anglais en édition 1, ils étaient à 200 balles, et je me suis dit... C'était déjà cher en 2012, pourtant à cette période-là ça coûtait 3-4 $, parce qu'il y a personne qui en voulait. ça commençait déjà le Shadowless à... Ah ouais, tu parles de Shadow. Ouais, ouais, c'était édition 1 anglais, donc c'était du Shadowless, c'était à 200 $, ce qui est rien du tout. Ouais, hein, aujourd'hui c'est rien. ce qui est vraiment rien du tout, et moi quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est déjà énorme, déjà 35 €, je trouvais ça gros, et je me suis dit, en fait, la prochaine fois que j'en verrai passer, ça pourrait être potentiellement à 200 balles, et je me suis dit, vas-y, j'en ai pris deux, T'as eu une bonne réflexion. et ça m'a relancé dedans. Alors, avec mon meilleur pote, on piquait aussi dans les magasins, c'est pas bien, mais voilà, on chopait des cartes comme ça en magasin, puis du coup on se remettait un peu dedans, et à partir de ça, je me suis mis à en racheter, je suivais un peu David Lafarge, qui hypait avec ses ouvertures, du coup ça donnait envie, et moi je me suis dit, je fais Wizard édition Ok. 1. Ouais, pas Wizard édition 1, Wizard Gen 1. En gros, Ok. mon but c'était de faire la première édition de Wizard, ça veut pas, la première génération, Ok. les Pokémon de la première génération de Wizard. Et donc j'ai complété le set de base, j'ai complété le jungle, Fossil Rocket j'ai commencé un peu à galérer, et du coup je me suis ouvert à la deuxième génération, et en fait, dur. et du coup je suis à peu près, donc je suis à 80% de Fossil, 80% de Rocket, Là, actuellement là. ouais, Ok. 80% de Neo Genesis, Ok. et après Discovery et Révélation j'ai un peu plus de mal, mais j'ai quand même... Ça la pique. Oui. Ça la pique. J'ai quand même quelques items sympas. Ah, on est édition 2 du coup. Ouais, quelques éditions 1, mais c'est vraiment pas ma priorité. Ok. Mon objectif, c'est la carte, le visuel, l'illustration. Ok. C'était un peu plus centré toi sur tout ce qui est illustration, parce qu'on discutait un peu en off. T'aimes beaucoup un peu tout ce qui va toucher un peu à l'art, forcément. Ouais. Et tu as un intérêt du coup qui est assez particulier avec les illustrations. Un peu comme avec Rayquaza Master, qui lui aussi s'attarde beaucoup sur les illustrations, qui va chercher un peu les histoires, sur la composition, etc. Est-ce que c'est un peu Alors, ce que tu fais aussi toi de ton côté? maintenant, moi, c'est devenu plus historique, c'est-à-dire que du coup, comme j'ai fait de l'histoire de l'art sur... j'ai fait un master, un mémoire sur la licence Pokémon. En fait, j'ai cherché à avoir des objets qui racontent l'histoire. Donc là, par exemple, tu vois, j'ai le premier Pikachu sorti... distribué Korokoro. avec le Korokoro. Ouais. Et c'est bien le premier parce qu'en gros... Merde, on voit pas. Il y aura plein de coups, t'inquiète. Mais en gros, il y a une erreur, tu vois. Il y a marqué Ken Sugimori. Ah putain, oui, c'est vrai. Et Je l'avais lu quand je racontais les histoires de chaque carte promo. Parce que du coup, on l'a eu aussi en française, en carte promo Blackstar. Et je racontais l'histoire, et c'est vrai que c'est elle et Jigglypuff, c'est les deux premières cartes Pokémon qui ont été éditées. C'est ça, qui ont été distribuées publiquement. Et du coup, il y a une réédition, et la réédition corrige l'erreur. Et donc en fait, quand tu as la version avec l'erreur, tu sais que tu as eu le premier tirage, enfin le premier qui est sorti. Et c'est ce genre de choses qui va beaucoup m'intéresser. Avec donc ce genre de cartes, tu as Deoxys lenticulaire, tout ce qui va questionner aussi la forme, les standards de la carte Pokémon qui vont un peu les chambouler. Tu as la carte Train Me Please avec Imakumi, qui a le dos brillant. Oui, je trouve ça incroyable. C'est la seule carte avec le dos brillant, et je l'avais vu chez Poképrix. Poképrix qui l'avait, parce que lui aussi c'est un collectionneur de cartes atypiques. Et c'est vrai que cette interview-là, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle buzz autant. Et j'ai été le premier surpris avec Andy, et il m'avait montré plein de cartes atypiques, c'était trop cool. Ah, moi c'est vraiment... Donc tu toi vas aussi voir t'es que un je peu les zappé.
Tu vas voir que je l'ai pas prise. Terrible. Du coup, t'es un peu toi aussi dans ce délire-là, du coup, de cartes un peu atypiques, des cartes qui ont un peu une histoire, ça peut être des erreurs d'impression, ça peut être sur des trucs un peu uniques, sur des trucs un peu spécialement japonais, parce qu'au Japon, vous imaginez pas toutes les différences qu'il y a, tout ce qu'eux ils ont eu, comparé à nous occidentaux qu'on est. Mais... C'est clair, non, c'est clair, ils ont été très privilégiés, même je dirais dans la qualité des objets, des produits dérivés. C'est-à-dire qu'au-delà des cartes Pokémon, ils ont eu des objets de... Je l'ai pas prise, j'ai une super montre vendue par Charizard, je suis parti à l'arrache ce matin. Ils ont eu des très très beaux produits, et nous, la qualité a pas... Enfin, voilà, on a eu des trucs Tiger, alors ça a été des super objets, le Pokédex Tiger, c'est des super objets, ça fait partie du mieux qu'on a pu avoir. Mais on a eu beaucoup de choses de qualité assez médiocre, pas très travaillées, qui servaient juste à... peut-être aussi, il y a peut-être la vision aussi, à l'époque, Pokémania, etc., en Occident, genre c'est un effet de mode. C'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça aussi, en disant, écoute, bah, c'est un effet de mode, bon, ça va passer. Et au final, non. C'est aussi surtout qu'au Japon, Pokémon a dû faire ses preuves. Oui. Pokémon, ça n'a pas été un succès instantané, alors ça a bien marché assez vite, mais ils ont dû faire... ils sont avancés un peu plus à tâtons, ils ont cherché des choses peut-être un peu plus simples, t'as eu des espèces de petits embouts de crayon, t'as eu les cartes... les Cardass. Oui, les toutes premières, je crois que t'en as... Ouais, j'en ai ramené... Hop là. Les Cardass qui sont les toutes premières cartes officielles de Pokémon. Sorties, c'est ça, alors je me demandais, mais visiblement non. Hop. Il y a une différence, les Cardass vertes et rouges, non? Bah c'est juste qu'ils ont fait deux séries. Comme t'avais Pocket Monster Green et Pocket Monster Red, ils ont en fait, là c'est une technique commerciale, hein, t'as 2 fois plus de cartes à acheter si tu veux vraiment compléter la série. Et donc tiens la carte Frame Me Please, hop, est-ce que on voit. Et du coup, pour la petite anecdote, je sors un peu de l'interview. Sur les Cardass, c'est là où Atypicard a pris toutes ses illustrations, il les a découpées pour faire sa série League Master. Ok. Voilà, il les a pris de là. C'est des très très belles illustrations. Hein, Ken Sugimori, il est... Et puis la série 2 de Cardass, c'est des illustrations exclusives. C'était dans le contrat, enfin en gros, j'ai plus le nombre en tête, mais t'as une quantité dingue d'illustrations exclusives. Et qui sont très très drôles, où tu vois un monsieur mime qui bloque un golem. Oui, t'as plein de trucs, ouais, comme ça. C'est vrai que je trouvais ça incroyable aussi, et c'est pour ça que Thomas a pris ses illustrations pour sa série. Très beau travail de Thomas d'ailleurs. Parce que bah, voilà, ça travaillait sur d'autres visuels qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir, tout en restant un peu dans le style Wizard, parce que là-bas Wizard au Japon n'existe pas. Il t'a fait un Luigi, c'est lui qui a fait le Lugia Star aussi. Oui, elle est traîne par là. Oh, je l'ai vu, ouais, elle est très très sympa aussi. J'aime beaucoup le travail qu'il a fait sur les stars. Fukuda, ouais. Non, c'est pas Fukuda, bah, il y a marqué l'illustrateur, je pense. Ouais, si, Fukuda. C'est Fukuda, ouais. Fukuda qui a fait du coup toutes les stars. Voilà. Et du coup, ouais, en termes de cartes un peu atypiques, est-ce que tu as d'autres choses que tu collectionnes que... Le Deoxys lenticulaire, moi après en truc atypique, j'ai des cartes joueurs du grenier. Tu t'exportes un peu sur d'autres TCG, ouais, tu te fermes pas qu'à ça. Pokémon. Mais j'ai rattaché ça à ma collection parce que tu as une carte joueur du grenier qui s'appelle Dresseur de Bidulmon, où c'est une parodie de Sacha, tu as une carte qui s'appelle Fourchette, et la légende c'est un jour je suis sûr que ce sera un Pokémon. La fourchette, il a pas tort, tu vois. Oui. Moi, le déclin, à partir du moment où j'ai vu Sort Bébé et Sort Bouboule, je t'avoue, je me suis dit Pokémon, c'est fini. Ouais, puis après, il y a Trousseau de clés, Trousselin, et puis là, je crois, dans la 9ème, c'est un truc d'or. Genre un coffre d'or. Qui est en plus, qui est le coffre qui devient, j'ai plus son nom, mais... forme de ficello géant, là. Qui en termes de stratégie est monstrueux en plus. Peut-être. J'ai le jeu, je n'ai jamais ouvert le jeu Écarlate et Violet. Ok, je les ai fait par principe. Il est là-bas. Je n'ai jamais mis la cartouche dans la Switch. Ah mais là on parle d'un débat, là ça part sur de la politique, parce que pour moi 3ème génération, tu sais, ça monte à 1G qui est exceptionnel, 2G qui est vraiment incroyable aussi, 3G qui relance tout. Apothéose. Et moi, à partir de Diamant et Perle, je dis pas que Diamant et Perle sont mauvais, je dis juste que pour moi ça commence... Bon, ouais. Ils atteignent pas l'excellence qu'ils ont eu avec Emeraude, ils sont toujours très bien, mais à partir de là, ça commence à descendre, et je trouve que c'est devenu une machine commerciale. Le vrai problème, c'est que c'est devenu une machine commerciale. Ça va.
Et après, c'est une opinion. Hein. Ah non, mais moi je te rejoins là-dessus, parce que moi c'est à partir de là où j'ai commencé un peu à lâcher. Bon, après il y avait aussi tout un peu la période collège-lycée où forcément t'es un peu moins dans Pokémon, parce que bah, à l'époque Pokémon c'était pour les enfants. On reviendra un peu plus tard, parce que c'est un peu le thème un peu de la vidéo sur comment Pokémon est passé d'objet de carte à un produit de luxe. Mais à l'époque Pokémon c'était considéré pour les enfants. Enfin, Ouais, complètement. Alors qu'en vrai, le premier jeu, je veux dire, t'as une mafia, ouais, ton rival il y a du braconnage et tout dedans. Enfin, Ouais, ton rival il te bolosse un peu. puis si tu lis les mangas aussi, Les premiers mangas, ouais. Les aventures là, qui est, c'est pas officiel dans la licence, mais c'était celui qui se rapproche le plus de l'idée de Satoshi Tajiri, je crois. Je sais pas si. Alors, j'ai pas étudié à ce point-là, mais effectivement, c'est quelque chose qui est très réaliste. C'est-à-dire que, en fait, t'as un peu deux visions de Pokémon. T'as celle de l'origine Satoshi Tajiri, qui est quelque chose de très ancré dans le réel. Pokémon, t'as un système d'évolution qui est lié à la théorie de l'évolution. C'est simplifié, mais globalement, t'as une progression. Tes personnages grandissent. Et c'est ancré dans le réel. T'as des trucs de casino. T'as vraiment des enjeux qui sont très vastes et à la base t'avais même une idée de marchandage des Pokémon. Donc c'était vraiment une réflexion, si on ajoute des créatures fantastiques dans notre monde, comment ça se passe. Et maintenant, ceux qui ont repris la licence sont plus dans un monde idéalisé où tout est beau, tout est rose. Je trouve ça terrible. Bah en fait, la grande aventure, ouais, dans les premiers, tu te vois un Arbok se faire couper en deux, je vois très bien, je les ai lus. Le rapace de pique qui transperce un Tétart, pas un... Oui, c'est le Tétart de Raid. Mais je suis un gros fan. Ils sont tous là, jusqu'à Ruby Saphir. Après, j'ai pas fait Diamant et Perle. J'ai les 2 premiers tomes, et c'est tout. Je les ai fumés, ces livres-là. Ces mangas-là, je les ai fumés. Je serais curieux de lire la suite, moi, parce que j'ai jamais lu la suite, et je te jure, les 2 premiers tomes, mais je les ai eus super tôt. C'était les meilleurs amis de ma sœur, ma grande sœur, qui les avait, et qui, pour mes 6 ou 7 ans, j'avais tout juste lire, me les ont offerts. Et moi, j'y trouve incroyable. En tout cas, si t'as vraiment envie de te relancer un peu dedans, en plus, même tu vois, dans Rouge Feu Vert Feuille, parce que toi, t'as rouge, bleu, vert, je crois, puis après ça part sur or et argent, et cristal, je crois. Donc en fait, les noms des personnages, c'est les noms des versions qu'on a. Ah oui. Et bon, à part Rouge Feu Vert Feuille, ça fait un peu chelou comme nom, mais du coup, tu retrouves ces personnages et tu retrouves aussi les anciens personnages de Red, etc. Okay. En fait, il y a toute une aventure ensemble. Et ça garde ce côté un peu brut, un peu... Un peu, ouais. Ok. Un peu moins dans les prochains, parce que je pense qu'à mon avis, ouais, ils ont dû se faire... ils suivent la politique qui est tout est bon, c'est terrible. Je sais pas si... Je crois qu'aujourd'hui, ça continue encore avec Soleil et Lune. Enfin, moi, en tout cas, ça suivait encore jusqu'à Soleil et Lune. Et après, j'ai pas regardé si ça a suivi pour Épée et Bouclier. Mais ouais, après, les livres deviennent de plus en plus petits, par contre. Ok. Peut-être qu'il y a moins d'histoires à raconter parce que c'est devenu moins bien. Mais même l'histoire de l'arnaque avec le mec qui vend un sulfura et c'est un métamorphose, j'ai trop de... Ah non, mais t'avais plein de trucs et c'était ça qui était cool à cette période-là. Et du coup, je sais même plus pourquoi on en est venu à ce sujet-là. À la base, on parlait des illustrations et donc ouais, j'ai un affect à tout ce qui est visuel, effectivement. Je suis très touché par... parenthèse. Moi j'ai adoré, c'est bien comment on a parlé des sujets. Ce manga-là, c'est vraiment aussi des choses qui ont façonné mon amour de Pokémon parce que le dessin animé, alors petit j'étais fan, mais en même temps il est très fade. T'as des épisodes intéressants, t'as des trucs qui sont intéressants, mais le premier film, banger absolu. Je préfère le deuxième, mais ouais. Les 2 premiers films. En fait, les 3 premiers et le troisième, parce que c'est... j'ai plus son nom, mais c'est un mec qui a arrêté parce qu'il voulait emmener Pokémon dans un truc trop sombre. C'était le scénariste des premières saisons. Déjà quand tu vois le film 3 où t'as la mère de Sacha qui se fait kidnapper parce qu'elle a une petite fille qui est orpheline, tu te dis ok, le thème est quand même, on est sur un bon kidnapping, ta mère c'est plus ta mère, on va lui faire oublier la mémoire. Le premier film c'est la question de l'identité. Hein. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus c'était à l'époque du clonage, qui était un vrai sujet. Au Japon t'as les OGM qui venaient d'être acceptés juste avant que Pokémon sorte. Une loi sur certains OGM qui était acceptée. Donc t'as vraiment ce côté de qu'est-ce que l'identité, comment on te transforme, tu te retrouves face à toi-même. Pourquoi je suis là ? Pourquoi je suis moi, tu vois, genre... Pourquoi j'ai été créé. Et d'ailleurs en France on n'a pas eu un court-métrage qui était... Parce qu'en fait t'as le film en lui-même, et avant t'avais un court-métrage qui t'explique les origines de Mewtwo. T'avais un court-métrage et t'avais même des émissions de radio.
Alors les émissions, j'étais pas au courant, mais le court-métrage, ouais, et ça raconte sur le professeur du coup qui a créé Dr Mewtwo. Fuji. C'est ça, Dr Fuji, qui était là pour essayer de refaire un peu revivre sa fille. C'est ça, Et on exactement. était sur un vrai enjeu, on était là sur un scientifique qui est en train de manipuler l'ADN, etc. pour créer un être artificiel sur... Voilà, et le film repose là-dessus, clairement. C'est fou, moi, et ça, on l'aura plus. Je veux Non. dire, on a Détective Pikachu, qui pour moi était une bonne surprise. Ouais, le film, totalement. le jeu, daube absolue. J'ai pas joué. C'est une de mes seules critiques, sens critique. J'ai appelé ça un jeu pour picatarder. Ok. Voilà pour te dire. Non, c'est salé, mais c'est parce que j'en attendais beaucoup. Je m'attendais à un professeur Layton et j'ai pas eu ça. Bref, le film, bah t'as des matchs clandestins, t'as des combats clandestins et je trouve ça incroyable qu'ils aient osé faire ça. C'est très réaliste. Ouais, et, non, non, franchement, le film était un. Je crois on l'avait revu il y a pas longtemps, je crois, en plus. Et franchement, très bonne surprise. Mais... ouais, Moi, j'attends une sorte de 2 ou un truc un peu plus sombre sur l'univers. Parce que là, on est sur des animaux, enfin sur des créatures en vrai. C'est ça. Genre, tu montres un peu la dangerosité, tu vois, les psychoquacs, les amphinobies ninja qui sont là en train d'essayer de tuer les héros. Oh, l'immensité Les Torterra géants, ouais, c'est trop cool. C'est incroyable. Et pour moi, c'est le problème des jeux, c'est qu'aujourd'hui, donc Satoshi Tajiri, tu vois, ce principe d'évolution qui est en étape, pour moi aujourd'hui, donc c'est un mec qui est sorti des radars, hein, Satoshi Tajiri, il a bossé un peu sur le 2, sur le 3, il était plus là, sur la 3e génération. Et pour moi, alors c'est un postulat, hein, j'en ai pas la preuve, mais il aurait aimé que les Pokémon, tu sais, qu'il n'y ait plus de transition niveau 1, niveau 2, niveau 3, tu vois, qu'il n'y ait plus set de base, niveau 1, niveau 2, mais que ce soit linéaire. Parce qu'aujourd'hui, on a les capacités graphiques de le faire. Tu vois que ton Pokémon évolue de manière très continue, que ce soit quasiment imperceptible, je pense que ce serait une vraie révolution. Tu vois que ça serait un vrai changement dans Pokémon, et c'est un peu ce qu'on attend tous, que le jeu redevienne un peu plus organique, un peu plus crédible, quoi, parce que maintenant le monde des bisounours... Ah non, c'est vrai que c'est très enfantin. Enfin, tu vois que la cible a totalement changé. Après, est-ce que c'est parce qu'on est trop vieux aujourd'hui et qu'on en attendait... Parce qu'à l'époque, oui, en soi, la version rouge et bleue, c'est la version la plus simple au monde. En termes de game, c'est le plus simple. Après, c'est les sujets abordés qui sont différents. Ouais, c'est ça. Mais en termes de jeu, c'est ultra simple. Après, aujourd'hui, t'as le multi-export. Ton rival, il te fait peur, hein. Oui. Ton rival, moi je suis désolé, mais le rival il tombait à des moments quand même. Tu sors de la grotte, t'arrives à Azuria, bam, le rival qui arrive et t'es en mode ah, c'était pas prévu, tu vois. Pas prévu. Du coup, on est parti sur une partie. Ouais, désolé. J'aime bien, moi. Moi aussi, c'est vraiment là, on parle de choses qui me font vraiment plaisir, genre les vrais trucs qui me tiennent à cœur. Du coup, on va revenir sur quand même la base, que je crois qu'on a fait une énorme parenthèse. Les illustrations. Ouais. C'est quoi ta perception aujourd'hui? Qu'est-ce que tu attends peut-être d'une illustration, etc. Alors je trouve qu'aujourd'hui quand même les illustrations du TCG sont très bonnes. Quand même, ça faut le dire. Même si je suis salé sur beaucoup de choses, je trouve que même le gameplay du jeu de cartes est pas assez révolutionné. Les illustrations sont quand même bonnes. Alors, pas toutes, mais les alternatives sont magnifiques. Ouais, tu trouves que c'est une bonne évolution de la part du TCG. Bon, après, on aura une question un peu plus fondamentale sur l'évolution du TCG. Mais... Il devrait faire des trucs un peu old school, je pense aussi. S'amuser de temps en temps à faire du old school, pas du old school où il réédite des anciens sets, tu vois. Et alors moi j'avais, même à l'époque c'était sur 151 là, la série qui est sortie avec un Nidoking en alternative. De toute façon il y aura l'image qui est là. Mais genre j'ai cru que c'était Ken Sugimori qui avait fait l'illustration, tu vois, je crois que je l'ai là. J'ai cru que c'était Ken Sugimori parce que bon, on retrouve un peu ce style un peu ancien de Wizard qu'on avait sur les illustrations qu'il avait sur les Cardass, etc. avec les effets de couleur c'est du blanc, tu vois. Et moi c'est ce que je voulais quand j'avais créé ma série de Grenat. Oui. Et du coup ouais, j'ai cru que c'était Ken Sugimori, et c'est pour ça que je me dis, tu vois, des cartes comme ça, je trouve ça magnifique. C'est la seule alternative d'ailleurs que je voulais et je ne l'avais pas eu. Mais c'est souvent comme ça. En fait, moi, un style comme ça, tu vois, qu'ils osent un peu revenir sur cette vieille méthode d'illustration. Le style aquarelle. Ouais, le style aquarelle, moi je trouve ça incroyable. Et c'est pour ça qu'Arita est particulièrement aimé, c'est que c'est un mec qui utilise qui a un style graphique qui est plus lié à des méthodes de dessin traditionnelles. Ça évoque le pastel. Moi je trouve que ses dessins évoquent beaucoup le pastel. T'as un peu d'aquarelle, même il a une composition, il a un travail de la composition que je trouve absolument dingue. C'est un illustrateur dans la vraie vie, il est pur. Oui, c'est clairement son taf. J'ai beaucoup d'admiration aussi pour ce mec-là. Après, je suis plus team
Sugimori. Ah, Sugimori, c'est différent. Moi, Sugimori, j'aime bien ses premiers dessins. Je sais pas si tu vois les tout premiers dessins qu'il a fait pour le prototype de Pokémon. Bah lui était basé sur les monstres et après quand ils ont Ouais. embauché Nishida c'était plus sur le côté un peu mignon. C'est ça. J'avais Avec, vu ça sur Pikachu Illustrator. Un des sound designers qui a inspiré Ronflex, le mec qui a inspiré Ronflex, j'ai mangé son nom, je le retrouverai tout à l'heure, qui lui adore les choses kawaii, et c'était un peu le référent kawaii au moment où il créait le design des Pokémon. Okay. Et on lui montrait, il disait non, ça c'est pas assez mignon, ça faut que tu fais ça pour que ce soit plus mignon. Et il donnait son avis, et c'était vraiment une petite équipe quand ils ont créé Game le jeu Freak, vidéo. ouais, c'était vraiment parce qu'au début Game Freak c'était un mec, Satoshi Tajiri, pour venir vraiment dans le résumé vulgaire, c'est un mec qui produisait des magazines de à la base, de jeux vidéo. C'est un geek, on connaît le côté collection d'insectes, mais c'est un mec qui à 14 ans bricolait des radios pour essayer d'entendre le plus loin possible. Et donc il a beaucoup aimé le jeu vidéo, il s'est mis à faire son propre magazine qui a super bien fonctionné. Le premier numéro, il en avait fait 5 exemplaires, il a dû en refaire d'autres. Pour le deuxième numéro, il s'associe à un pote à lui, un ancien camarade de classe, Ken Sugimori. Et à partir de là, le truc se fait, ça prend de l'ampleur, il se finit avec sa famille qui colle les pages, enfin qui participe à J'avais lu toute une histoire sur je crois que c'est peut-être la chaîne Trans d'ailleurs qui a pas fait une histoire un peu dessus. C'est possible. Il y a aussi ils ont fait sa biographie officielle qui est sortie en 2018 sous forme d'un petit manga qui a apporté beaucoup d'informations aussi. Alors c'est un peu romancé, mais c'est super cool. T'as quand même des éléments intéressants. Et ouais, en gros, Game Freak à l'époque c'est 12 personnes max, sachant qu'à un moment t'as un turnover où t'en as qui se barrent. Et c'est un des ingé-sons, pas le même dont je parlais avant, mais t'as un autre ingé-son qui reprend le code. Okay. Donc le mec se retrouve et il faisait la musique, et du coup il se retrouve à faire du code parce que tous leurs codeurs sont partis. Et t'as Jiri qui lui s'est codé, qui reste là, mais qui pouvait pas tout faire tout seul, et ça a été vraiment... C'était un fiasco, la naissance de Pokémon c'était un fiasco. Si vous avez pas encore vu comment Pokémon est né, déjà ça a pris je crois 7 ou 8 ans de retard. Ça a pris 6 en gros, en 90 il dépose un dossier chez Nintendo. Pocket Monster. C'est Capsule. Capsule Monster, Capsule Monster. À l'époque c'était Capsule Monster, donc il dépose le dossier en 90, on sait que vers 88-89 ils commencent déjà à préparer ce dossier, parce qu'ils ont très envie de faire ce jeu là. Et en 90 ils ont le dossier, et après ça sort en 96. Le jeu était quasiment fini fin 95, mais pour des histoires de date ils ont voulu sortir début 96, en février 96. Et donc c'est super long. Le 27 je crois, parce que il y a pas longtemps c'était les 2 ans. Oui, c'est le Pokémon Day. C'est le Pokémon Day, ouais. Les 27, ouais. 27 ou 28 ans. Oui, c'est ça, c'est fin février. Ouais, c'est ça. Exactement. Et est-ce que sur Pokémon Go, j'ai vu là, un truc. Ils ont fait un truc spécialement pour ça. C'est ça, c'est l'anniversaire, c'est complètement l'anniversaire de la sortie de Pokémon. Ah, mais là-bas au Japon, c'est un autre délire. Mais ouais, c'est. Et puis je crois qu'il y a. De mémoire, parce que la vidéo elle date aussi un peu. Genre, il y a personne qui croyait aussi au projet, ils avaient beaucoup de mal. Alors, t'as Tsunekazu Ishihara et je crois que c'est Miyamoto qui croyaient, qui eux ont soutenu le truc, qui ont donné du temps. Ils leur ont juste demandé de développer parce qu'en fait Game Freak à l'époque développait 2 jeux, ils venaient de développer Quinty, qui est devenu Mendel Palace, qui le principe de base c'est retourner. En fait, il avait un mot-clé pour créer son jeu. Et après ça, ils ont fait des jeux pour Sega, Sony aussi, et Nintendo, pour excuser le retard, ils leur ont demandé de faire un petit puzzle game à l'effigie de Yoshi. Ok, ça marche. Et pour gagner un peu de temps, et du coup, ils ont quand même pu sortir le jeu, mais pas longtemps avant de sortir, le scénario ça allait pas du tout. Ils ont fait des changements de dernière minute, t'as Mew qui a été rajouté. Dernière minute, c'est ça qui je crois qui a sauvé un peu le jeu au Japon, parce que. Mew a eu un rôle important, ouais. Mew a eu un rôle important parce que t'as le Korokoro qui a fait un article là-dessus, où tu pouvais envoyer ta cartouche et te la renvoyer avec Mew dessus, et en fait les gens se sont dit waouh, on a fini le jeu, mais en fait on l'a pas fini. Et il y avait un côté interactif, et je pense que ça a vachement plu. Parce que j'ai une image d'un Korokoro avec Mew qui débarque, genre vraiment. Je crois que c'était première de couverture, je crois, ou alors c'est dans les pages, genre t'as Mew qui sait. Enfin, les Japonais avec là, qui sait. Un nouveau Pokémon, ouais, ce genre de trucs écrits. Easter eggs, etc. Parce que je crois qu'ils étaient très fans des Easter eggs, l'équipe de Game Freak. Et
Du coup, je crois qu'il y a une petite place qui s'est libérée et du coup, ils ont rajouté Mew à la dernière. Très après, axé sur la symbolique. Hein. C'est ça. Après, est-ce que c'est la légende ou alors est-ce que c'était prévu? Ça, je crois que Bah, ça n'a pas été. T'as le... Ça, je pensais en parler après, mais on peut l'évoquer maintenant. Donc, t'as l'index interne dans Pokémon. Tu sais, t'as le numéro des Pokémon Pokédex, mais en fait, t'as un numéro caché. C'est comme ça qu'on sait que Rhinophéros, c'est un des premiers Pokémon, parce que c'est le numéro 1 de l'index interne. Et en gros, globalement, ils sont ajoutés dans l'ordre de cet index interne. Tu vois le deuxième... Mais t'as des Pokémon qui ont été remis par-dessus des anciens. Quand ils ont changé un design, voilà, ils remettent... Comme le Tortank ou le Carabaf. Ouais, c'est ça, ils ont remélangé, donc c'est pas une science sûre, mais en gros, on sait que le numéro 21, c'était un Pokémon qui s'appelait Omega. T'imagines un Godzilla en robot, pour te donner une image du truc. Parce que moi je m'intéressais vraiment à la bêta, et pour petite parenthèse, j'avais créé une série qui s'appelait Neo Regeneration, qui continuité de Wizard, avec tous les bêtas de tout. Ça, enfin, moi, quand tout ça s'est sorti, ça m'a rendu fou. Hein. J'avais lu, c'était, comment il s'appelait, Layton, je crois. Ouais, Ed Layton. Ed Layton, que j'avais rencontré, avec qui on a beaucoup discuté, etc. Et j'ai découvert la version bêta grâce à lui. Et j'avais discuté par la suite, en disant est-ce que tu as tous les noms français, enfin tous les noms US, que j'avais besoin pour les cartes. Et du coup, il m'a dit, bah il y en a certains, on ne sait pas. Ouais, c'est clair. Après, t'as même un proto-Xerneas, tu vois. Ouais. T'as un cerf, dans la bêta, dans les premiers Pokémon vraiment qu'ils ont les tout premiers qui ont été faits. C'est fou, et puis il y en a qui ont été remis par la suite, les Mew Junior, les trucs comme ça. Ouais. Et puis il y en a qui ont été changés aussi. Merci d'avoir changé le Raikou. Merci, parce que le Raikou ténébreux, émo, je ne pouvais pas. Je m'en rappelle plus de lui. Moi, j'ai plus. Non, c'est le Suicune, pardon. C'est le Suicune qui est vraiment en mode. On est là. C'est bien possible, ouais. C'est bien possible. Elle est horrible cette illustration. Ah, t'as quelques trucs bien chum, ouais, dans les. Ouais. Et non, je voulais juste dire le Pokémon Oméga. Donc, Oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, c'est la fin. Tu sais, on dit l'alpha, l'oméga, le début, la fin. Et. En gros, Mew a été mis sur ce Pokémon-là. Okay. Donc, t'as une symbolique de dingue. Mew, le dernier Pokémon que tu peux avoir, le 151ème, qui est caché, il prend la place d'Oméga. Enfin. Qui est le nom du Pokémon de fin. Alors, on n'a pas les infos, mais on peut supposer qu'il était prévu comme étant un des boss final. Et je trouve que le fait qu'il soit à cette place-là, c'est presque pas un hasard. Enfin, ouais, après, on ne saurait pas vraiment. On saura pas vraiment, parce qu'il n'y a que vraiment les équipes. Et d'ailleurs, pour faire une petite parenthèse sur Rhinophéros, qui est le premier. Ouais. Et dans les versions rouges, enfin jusqu'à, je crois, Émeraude, ou peut-être Diamant et Perle, t'as une statuette dans les jeux. Ouais. Avec une sorte de mais c'est pas complètement Rhinophéros, c'est justement le prototype. C'est un clin d'œil, ouais, c'est un clin d'œil par rapport à tout ça, sur le fait que c'est le premier. Enfin, moi, c'est ce que j'avais lu et ce qui avait été dit. C'est ce qu'on voit, ouais, ça ressemble un peu. Il a des ailes, par exemple. Enfin, tu vois qu'il a des petites ailes dans le dos, ce qui n'était pas le cas des prototypes. Enfin, et encore, cette statue, en fonction des versions, elle a pas exactement le même visuel, mais oui, c'est. C'est un petit clin d'œil par rapport au premier Pokémon Rhinophéros. Qui ressemble aussi, dans les prototypes, t'as une sorte de tyrannosif aussi. Ouais, un peu, ouais. T'as un proto-tyrannosif. Mais ouais, les bêtas... Les petits clins d'œil comme ça, je suis ultra fan. Et tu vois, si toi, en plus, t'as fait comme tu disais, t'as fait un mémoire dessus. Là, vous le voyez pas, vous allez voir quelques plans de coupe de la densité du truc, mais... Déjà, qui a été dédicacé par du beau monde, il y a Mitsuharu Arita, ouais. Mais c'est au gala qu'on a dessiné ça, oui, sur plusieurs années différentes. Ça, c'était au gala de l'année dernière. T'as Big Flo au premier gala. Kev Adams aussi. Fuji, moi, Pokémat évidemment, King, Pokémon, Gary aussi. Que je te cite. Alors je te mets dans les remerciements. Tu me cites? Je te mets dans les remerciements, je te jure. Ah ouais. Et pourquoi? Parce que tu faisais partie des personnes qui faisaient vivre un peu la communauté, tu faisais un peu d'informationnel là-dessus et je trouvais ça important. Je continue toujours aujourd'hui. Non mais c'est ça, je le sentais, je le savais. Et alors attends, dans les index internes, si on peut checker vite fait, parce que je sais que je les ai intégrés dans ma partie texte. Le proto, est-ce qu'il... Ouais, le Rhinophéros, et je voulais voir s'il y avait le proto... voilà, le proto tyrannosif. Ouais, c'est ça. Missing No 31. Oméga. Il est où Oméga? Oméga. Ok. Et c'est la place de celui-ci que Mew a pris. Ok, ça marche.
Léviator qui a complètement changé de tronche. Enfin, De toute façon, vous allez voir tout ça en point de prix. c'est C'est fou. Puis moi dès que j'ai appris l'existence de tout ça, les bêtas, etc., moi, c'était ma vie sur Pokémon elle a changé. Ah bah, J'étais là, je me suis intéressé à des easter eggs, je me suis intéressé à l'histoire, j'avais regardé toute l'histoire pendant 40 minutes de Satoshi Tajiri. Quand j'ai fait mes vidéos informatives sur Pikachu Illustrator, parce qu'à l'époque, personne ne parlait de cette... Enfin, tout le monde connaissait le ta prix. vidéo sur la pré-release de Raichu, J'en ai chié, hein. bon, enfin, j'étais en mode merci de nous informer sur qu'est-ce que c'est que cet ovni qu'on pensait ne même pas exister il y a quelques années, quoi. Et aujourd'hui, il en a parlé, c'est David Persson qui l'a. Et aujourd'hui, il la montre officiellement. Il l'a montré, je crois, début d'année ou l'année dernière, sur Insta officiellement. Parce qu'avant, il n'y avait que des prototypes. Et toutes les photos que je présente dans cette vidéo, c'était Des montages. c'est ce qu'on pouvait voir. Et j'étais obligé de la refaire, moi, sur informatique. J'ai même refait la planche qu'il y avait en photo à l'époque. J'étais obligé de la refaire en Full HD. Et non, franchement, moi, je suis très fan de ce genre de vidéos. C'est pour ça que j'ai continué par la suite avec Miwantic et Psycho Quack. J'aimerais beaucoup en refaire. J'aimerais beaucoup faire l'histoire de cette Des trophies. fois-là, ouais. Ah, Mais yes. c'est Dur. très dur. Ouais. Genre en termes d'histoire, en termes de... Parce qu'en fait, elles existent en 3 versions, ces cartes-là. 97, Oui, ok, 97, pour les années, ouais. C'est ça. Et en fait, celle qui coûte les plus cher, c'est celle de 97, forcément. Et 98 et 99, un peu moins, sont moins cherchés. Pareil, t'as exactement les mêmes dans le gros socle de plexi. Là, Ouais, je vois, t'en as les trophées. Ouais, t'en as que 4 pour le coup. 4 exemplaires chacun. Et c'est un méli-mélo. C'est tellement dur à expliquer correctement que du coup je me suis pas lancé dedans parce que j'ai pas envie de dire des conneries. Comparé à un Raichu pré-release qui est un peu plus simple. L'illustrateur, pareil, c'est un peu plus simple parce que c'était avec le Koro, etc. Qu'elle est super connue. Enfin, c'est des cartes qui ont été beaucoup plus connues. Là, c'est des cartes de tournoi qui ont pas forcément une... Tu sais, elles sont réfléchies juste comme étant une récompense, et puis à l'époque, ils savaient pas que ça prendrait toute cette ampleur, ça, tu vois, ils sont juste... Enfin, ils espéraient forcément d'une certaine façon, mais ouais, c'est des cartes récompenses, il y a un moment où c'est une sorte de promo, quoi, c'est juste une promo en très peu d'exemplaires. C'est ça. Mais d'ailleurs, j'ai 2 anecdotes sur ce genre de vidéo que je faisais. La première, je voulais faire la Kangaskhan, qui est là-bas. Ouais. La Kangaskhan, je l'ai écrite. J'ai toutes les infos. Je n'ai jamais tourné. Je n'ai jamais eu le... Je sais pas, j'ai peut-être à cette période-là, j'avais pas envie. Je sais Ouais. pas. Et comme t'as fait un passage, t'as plus la... C'est ça, et j'ai encore le document avec tout décrit. J'avais fait des conversations avec Henri Charizard pour avoir énormément d'infos. Il m'avait filé toutes les docs d'un mec sur Twitter qui référencie tout par rapport au trophy. J'avais tout, mais je sais pas pourquoi c'est pas sorti. Et la deuxième anecdote, c'est quand j'ai commencé ces vidéos, donc j'avais fait les FPO, j'avais fait l'Illustrator, et je crois que j'en avais fait un autre. Et j'ai Big Flo qui m'a envoyé un message qui m'a dit « J'adore ce style de vidéo, ça serait bien que tu fasses celle de Magikarp. » Gros fanboy que je suis, j'ai écrit celle de Magikarp University. Pareil, j'ai fait énormément de choses avec Charizard, encore une fois, parce que lui c'est une bible français. Je parlais skate avec lui il y a pas longtemps, Ouais. non, on s'entend très bien. Moi, j'adore ce mec, il m'a énormément aidé dans mes vidéos, et voilà, même dans toutes mes vidéos que je fais explicatives, il est pratiquement cité dans tout. Et j'ai demandé une interview, il m'a dit il a pas envie de se montrer. Ouais, le facecam, c'est ça. Gros, un filtre, tu te caches derrière un bras, je sais pas, tu... Mais ouais, c'était ça, et du coup, il m'avait énormément aidé, et du coup, j'avais sorti la vidéo de Magikarp University juste parce que le Bifou m'avait demandé. Bah c'est cool, non mais Voilà. c'est super. Et franchement, j'ai mis, je crois, 2 semaines de montage. C'est pas Idir ou Fuji qui avait fait une vidéo dessus. C'est peut-être plus Idir que Fuji. Ouais, mais, possible. Oui, à mon avis c'est Idir, je crois qu'il l'avait déjà évoqué, mais rapidement. Enfin, il n'avait pas fait un truc dédié aussi travaillé. Je suis rentré en détail et c'était long. Ouais. Je sais plus. Je crois que c'est ma vidéo explicative la plus complète que j'ai. Ok, je la regarderai. Je pense que je l'ai vu vite fait, mais il suffit qu'elle m'ait pas marqué parce que j'ai regardé à un moment où j'avais pas trop le temps. Et j'avais créé des items, enfin j'avais créé des icônes spécialement pour la vidéo. Alors j'étais parti ultra loin pour qu'elle soit super bien animée. Faire plaisir. C'est ça, ouais, non, puis en fait je restais dans l'animation 2D, mais 2 semaines de montage en fait, à un moment c'est trop. C'est beaucoup pour un petit format. C'est ça, ouais. Pour le coup, après ils sont très bien appréciés en termes de retour, j'ai vraiment eu que des bons retours. Et après c'est pour ça que j'ai continué le format vidéo explicative Psycho Quack et Miou en mode face cam.
Je pense que c'est une très bonne idée. Je t'avais d'ailleurs, je t'avais envoyé un message en disant une fois. Putain, là c'était sur Insta, faudrait rechecker. Mais je sais que je t'avais envoyé un message en disant ce serait un super format, où j'avais mis. C'est possible. Moi, je suis pas du tout physionomiste. Je suis désolé pour toutes les personnes qui m'envoient un message et que je n'arrive pas. Ou alors si vous me dites, mais je t'ai envoyé un message en 2021. Moi je sais même pas qui m'a envoyé un message hier. Voilà, je suis. J'ai tellement de. Vas-y. Ah, c'est ça. Alors. L'histoire de deux Miaou STP. Je sais plus en quoi j'avais répondu l'histoire. J'avais mis l'histoire de deux Miaou STP. T'avais mis Mewtwo mal traduit comme Dragonite dans le film, pas grand chose à dire sur celle-ci. Après, j'avais. Ah oui, c'était sur. À l'époque, je faisais, mais. C'était sur les promos. Ah non, je n'avais pas encore fait les promos là. Je pense pas, c'était. Je sais plus pourquoi c'était, mais j'étais en mode gros. Mais du coup, je l'ai fait l'histoire. Eh ben, Ce que j'ai fait, du coup, je me suis parti sur vidéo explicative de chaque promo. C'est une trop bonne idée. Trop bonne idée. C'était. J'étais chez ma copine à ce moment-là, tous les soirs, je taffais dessus. Montage. Les promos, c'est des cartes hyper intéressantes. Ouais, 52 vidéos à monter, tourner et tout ça. C'était long. On se rend pas compte. Hein. Ouais. On se rend vraiment pas compte, mais c'est propre. C'est bien, si on s'en rend pas compte, c'est que le travail est bien fait, tu vois. Ouais, bah c'est cool, merci. Et puis c'est bien d'avoir des retours comme toi qui me permettent de me dire que j'ai envie de faire ce format. J'adore avoir l'information, c'est pour ça que je fais beaucoup d'interviews. Mais en fait, derrière, c'est le montage. Aujourd'hui, je suis beaucoup moins fan du montage. Pourtant, j'ai fait mes études dans le montage, mais. C'est rébarbatif, en fait. En fait, j'en peux plus. En fait, quand tu fais. Je l'ai déjà expliqué dans une autre interview, mais en fait, quand on fait l'interview, je t'explique comment ça se passait. Ça va rester dans la carte SD pendant une semaine ou 2 semaines. Je vais pas y toucher. Et je vais me mettre dessus. Le problème, c'est que tu vois, tu la montes, tu coupes les passages des blancs, etc., les chiens qui gueulent, etc., tu les coupes. Tu ajoutes tes plans de coupe, etc. Tu ajoutes des petites animations pour ton Insta, pour le musée d'Orsay, etc. Et t'as 2 mois qui passent. Et non, mais parce qu'une fois que je suis dessus, en fait, je vais te le faire en 3 jours. Mais en fait, tu dois monter l'interview, tu dois la regarder encore. Ouais, je vois. Tu dois la rechecker une dernière fois. Et moi, dans mes interviews, en fait, j'envoie toujours l'interviewé s'il me la valide. S'il y a peut-être des phrases, toi, c'est arrivé avec Volod, la première. Il m'a dit non, ça serait bien que tu bipes un nom, ouais, ou quelqu'un, ouais, je comprends. Et du coup, voilà, je l'ai fait valider, pareil, la miniature, je l'ai fait valider, etc. Et voilà. Et le problème, c'est que revivre l'interview 3 fois, alors que tu vois, tu l'as vécu. C'est long, ouais, c'est ça. Et en plus, tu vois, là je fais de la rallonge, là, tu vois, c'est pas prévu tout ça. Tout ça, je vais le laisser dans le plan, tu vois, c'est ça. Ouais, non, mais je me rends compte, on est parti d'un truc, on est parti super loin. Mais c'est qu'on aime, en fait, on aime le sujet, mais je comprends que du coup. Il y a un côté indigeste à la longue. Tu dis comment je le fais rentrer, c'est plus du tout vraiment adapté à mon format. Comment... C'est ça, tu vois, là, la première partie, elle fait littéralement 40 minutes. Ça y est, ça fait 40. Donc je pense que tu vois, on va s'arrêter là pour cette partie présentation de collection et au final, je pense qu'on a un peu mangé sur la partie 2. Mais la partie 2, du coup, ça va être un peu sur... ça va être un peu plus... on va moins digresser, mais là on a évoqué plein de sujets que je trouvais hyper importants sur l'histoire du jeu, l'histoire des conceptions, et du coup on a un peu posé l'ambiance, tu vois, notre vision des trucs, et c'est hyper intéressant. Enfin, on est assez raccord sur pas mal de trucs, et le côté intérêt sur l'évolution du truc, les différents formats, enfin non, c'est... c'est cool, et puis comme j'expliquais un peu en off, j'ai fait en fait cette interview, je sais pas du tout comment l'aborder. C'est ce que je t'expliquais, je lui fais là, je suis un peu coincé en termes de questions parce que c'est plus toi, en fait, c'est plus une interview un peu blabla sur comment tu vas aborder la chose. Par exemple, toi, la partie 2, on va être sur l'histoire du TCG, je vais poser... Raconte-nous l'histoire du TCG. Voilà, tu vas partir et moi je vais poser d'autres questions, on va avoir un échange. On part du coup maintenant sur la partie 2 avec l'histoire du TCG. Du coup, la partie 2, on l'a déjà un peu évoqué dans la partie 1, mais comment est né le TCG Pokémon ? Alors le TCG Pokémon, je voulais commencer moi par rapidement le TCG tout court. Ok. Richard Garfield, qui a inventé le jeu Magic the Gathering. 93 je crois. Sorti en 93, mais il a commencé à le développer au début des années 90, 90-91. Il est en thèse de maths à l'université de Pennsylvanie. Et donc lui, ce qu'il veut faire, c'est créer un jeu où tu composes ton tas de cartes, où il y a un vrai travail de composition, tu choisis ce que tu mets dedans, ce qui donne une très bonne rejouabilité, parce que du coup, comme tu crées ton paquet, t'as pas 2 paquets qui se ressemblent, et un peu comme le Donjons et Dragons, qui est créé par l'aléatoire, une très bonne rejouabilité, son objectif c'était ça. Et le deuxième facteur hyper important, c'est l'aléatoire. Il crée, donc les paquets sont aléatoires, ce que tu as dans un paquet, tu sais pas ce que c'est. Il y a un booster. Ouais, dans un booster.
Et il y a une raréfaction artificielle, il crée un système de rareté artificielle en imprimant plus certaines cartes que d'autres. Donc là je fais la transition sur Pokémon. En gros ça sort en 93, c'est un succès, genre ils s'attendaient vraiment pas, c'était sur quelques jours, et limite dès le premier jour ils avaient plus de boosters à couler, enfin, ça a été vraiment un gros succès. Et à la fin du développement du jeu vidéo Pokémon, en 95, t'as Tsunekazu Ishihara, qui était un des mecs qui soutenait le développement du jeu depuis le début, dit tiens, remarque qu'il y a beaucoup de principes du jeu de cartes à jouer et à collectionner qui seraient vachement adaptés à Pokémon. Dans Pokémon, les Pokémon que tu rencontres, tu les rencontres avec une part d'aléatoire, c'est-à-dire que sur tel endroit tu vas rencontrer que certains Pokémon, mais t'es pas, par exemple dans la forêt de Jade, t'as 5% d'avoir un Pikachu. Oh, les souvenirs, tu me débloques des souvenirs, toi. Et du coup, c'est exactement le même principe que dans les boosters. C'est-à-dire que t'as des Pokémon, tu sais avec quelle proportion de chance à peu près tu vas avoir une carte, mais tu sais pas quelle carte tu vas avoir. Donc ça marche très bien. Et l'autre principe, c'est que t'as un travail de composition. Dans Pokémon, tu crées ton équipe de 6 Pokémon, et tout comme tu crées ton deck dans le jeu de cartes à jouer et à collectionner. Totalement, ouais. T'as beaucoup de choses qui ont été adaptées, par exemple, dans le jeu de cartes Pokémon, là où ça diffère de Magic, c'est que tu peux avoir 6 Pokémon en jeu, t'as ton Pokémon actif, et 5 Pokémon de banc. Sur le banc, ouais. T'as 6 Pokémon, comme dans ton équipe. T'as maximum 6 Pokémon, comme dans ton équipe. Si tu n'as plus de Pokémon actifs, et que t'as pas de Pokémon de banc pour le remettre, comme dans Pokémon, t'as perdu la partie, parce que c'est comme si ton équipe était tombée. Ouais. Et l'autre façon de gagner, hormis l'absence de pioche, si tu veux back 6 fois, ouais. C'est t'as les cartes récompenses, et t'en as généralement 6, comme quand tu bats 6 Pokémon de l'adversaire. Et la symbolique, c'est comme ça qu'ils ont en fait créé cette symbolique pour le jeu de cartes Pokémon, pour le rattacher au concept du jeu de cartes à jouer et à collectionner. Ok. Et comment sont nés à peu près le design des cartes? Parce que là, je vois, là, tu as les toutes premières cartes, donc le Jigglypuff. Alors, les designs des cartes, on n'a pas énormément... Très mal cadré, d'ailleurs. Comment? Et très mal cadré, d'ailleurs. Ouais, elle était... encore une fois, je prends des cartes pas chères. Hein. C'était... Ça donne un charme. Ouais, moi j'aime bien. De toute façon, une fois, à partir du moment où j'ai l'illustration, je me régale. Et donc, en gros... t'as Koichi Oyama, Akihika Miura et Takumi Akabane, qui sont les game designers du jeu. Okay. Donc c'est eux qui ont fait les règles de base que je t'expliquais avant. Ils ont aussi participé à créer les premiers visuels. Je sais pas si t'as vu, il y a pas longtemps, ils ont sorti, pour les 25 ans, ils ont sorti un coffret où t'as un Levénard qui est dessiné un peu à l'arrache. Non. Je vais te montrer très vite fait. Mais en gros, t'as un Levénard dessiné très à l'arrache. Et c'est globalement les premiers... C'est les premiers visuels. Ok. Voilà. Tu sais, c'est des croquis qui ont servi à concevoir un peu le... Vois, du coup, cette autre, ouais. Carrément. Qui ont aidé à concevoir... C'est ça. Okay. Donc, tu as plusieurs étapes. Tu as Akabane sur son compte Instagram personnel qui a publié, je crois que c'est en 2022, des photos des premiers prototypes. Enfin, des différents prototypes. Ça a été aussi une... grande révolution. C'est fou que des années après, on apprenne encore des choses. Ah mais c'est dingue. Puis là, il y a un mec, t'as un mec sur Insta, Marco Flamethrower, je crois, qui a officiellement dit qu'il avait une carte proto de Dracofeu. Ok. Là, on part sur... mais t'as même pas l'illustration de Harita dessus. Ok. C'est-à-dire que c'est le Dracofeu de Sugimori sur une carte qui n'a pas la couleur définitive. On est vraiment sur un niveau de rareté... Plus quoi. Après, on est sur un autre type de collection, on est sur des pièces... qui se rapproche plus de l'œuvre d'art pour moi. Ouais. On est sur les objets vraiment là où c'est des exemplaires quasi uniques, en fait. Et donc on n'a pas trop d'infos sur quelles ont été leurs motivations. On imagine que c'est la lisibilité, que c'est... tu dois comprendre que ton Pokémon est type feu, ça très vite, il y a eu le système d'énergie. Et du coup, toi, tu travailles un peu tout ça sur la manière d'être de la carte ou... Alors moi, je réfléchis à comment elle a été transformée au fil du temps. Justement, on en parlait avec le dos brillant, le Miaous avec les bords dorés. Ces choses-là, c'est des questions qui m'intéressent, mais on n'a pas toujours la réponse. C'est-à-dire que vraiment, à l'origine, comment ils ont conçu le design des cartes,
on n'a quasiment pas d'informations. On n'a pas d'informations. Sauf pour les illustrations. Pour les illustrations, on a beaucoup plus d'informations parce qu'on sait comment ça a été... Enfin, quel a été le travail. Mitsuhiro Arita a donné des informations là-dessus. On a vu un peu comment globalement ils ont game designé le jeu. Pour les visuels, donc on n'a pas d'infos sur comment ça a évolué. On a dans les prototypes, par exemple, il y a une carte qui ressemble un peu à une Game Boy, où en fait l'illustration, à la Game Boy grise, et où l'illustration est au niveau de l'écran. Ok. Ça c'est un prototype, je pense que tu montreras une image. Si tu me l'envoies, oui. Ok, ouais, c'est un peu en mode un peu Cardass. C'est ça les premiers prototypes. Et tu vois le Dracofeu qu'on voit là, bah, le mec il l'a. Ok. Donc voilà, les premiers prototypes de cartes ressemblent à ça. Okay, là tu vois une énergie sans l'énergie. Stylé. Tu vois, t'as pas du tout le... Et donc à part ça, tu vois, même le logo est pas tout à fait le même au dos, mais on n'a pas d'informations sur comment... D'ailleurs, il y a une erreur sur ce dos, c'est pour ça qu'ils l'ont changé par la suite. Ah ouais, la brillance, non, l'espèce non, de... du tout. C'est que regarde sur la carte, normalement une Pokéball, ça s'ouvre avec le noir qui... Ah oui. C'est pour ça qu'ils l'ont changé avec... Je crois que t'en avais une... C'est pour ça qu'il y a eu un changement. Ah, je vois... Ah ouais, mais MDR, j'avais jamais fait gaffe. Je te jure, j'avais jamais fait gaffe. Voilà. Ah, des barres. Et en France, je crois que c'est à peu près pareil aussi, t'as une erreur. Ouais, bah t'as ça... Je vais prendre la vieille carte de merde là. Tu vois, pareil. Sauf ok, et ça... Ils l'ont pas changé, ouais. Ils l'ont pas changé Ok. Changé, voilà. Excellent. Ah ouais, non, je savais pas. Mais là, tu remarques que c'est encore légèrement différent. C'est-à-dire que si tu compares les deux, c'est pas... Si, c'est très proche, mais t'as pas l'effet 3D. Ouais. T'as quelques éléments qui sont pas exactement... T'as la police d'écriture aussi qui a totalement changé. Mais... Là, le bouton est pas symbolisé de la même façon, l'ombre, elle est pas pareille. Voilà, t'as quelques... Ah mais c'est bien, il faudrait que tu me les envoies tout ça, comme ça, de toute façon vous les avez là. Mais... Donc ouais, c'est voilà. Super intéressant. Et bon, après aussi ils l'ont changé parce que bah, c'est passé aussi de Pokémon Monster à Pokémon, tout simplement. C'est pour ça que là il est en mode comme ça aussi. Mais ils ont corrigé du coup l'erreur de la Pokémon. C'est ça, mais on n'a pas donc d'informations sur quelles ont été leurs motivations, mis à part on est sûr qu'il y a de la lisibilité, comprendre le jeu, mettre ça en avant. Mais par contre pour les illustrations, Kensugi Mori commence assez tôt à faire les dessins aquarellés. On sait que ça sort pour la première fois, tu as tous les dessins des Pokémon réunis pour cette encyclopédie. C'est là-dessus qu'on voit pour la première fois tous les dessins de Kensugi Mori réunis. Et donc dont une partie servira pour les cartes. Et en 95, tu as Mitsuhiro Arita qui est engagé suite à une petite annonce, mais genre vraiment petite annonce dans le journal. Il répond, il est plutôt doué dans le dessin. Lui, à la base, il faisait des études d'informatique, mais avec un talent dans le dessin, donc il s'engage là-dedans. Et donc tu as principalement 3 personnes. Keiji Kinebushi, qui lui se charge des rendus 3D. On sait qu'il a aussi un peu bossé. Comme là, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, c'est lui. C'est les premières. C'est ça. Okay. C'est ça. Et il a par exemple la fameuse carte avec qui ressemble à une Game Boy. Le visuel, c'est Keiji Kinebushi. L'Hypocéan, c'est lui qui l'a modélisé parce que c'est celui qui est en charge. Et d'ailleurs, c'est un visuel qui n'a jamais sorti, cet Hypocéan-là. Et donc, Kinebushi, Arita et Sugimori sont ceux qui vont travailler sur la création des illustrations. Et on sait que Mitsuhiro Arita ne se rappelle pas quel est le premier Pokémon qu'il a dessiné. Okay, super. Mais on sait que dans le Korokoro, on a un proto-visuel. Okay. En fait, on a l'illustration de Salamèche, qui n'est pas la version définitive, mais qui est déjà une version travaillée par Mitsuhiro Arita. Okay, super. T'as le sertissage, donc t'as le contour de Salamèche qui sont un peu plus épais, un peu plus noirs. T'as une fumée qui vient casser une ligne visuelle. T'as des éléments qui diffèrent comme ça. T'as une patte arrière qui est une de ses pattes inférieures qui est un peu, qui a une petite imprécision qui est rattrapée dans la version finale. Et en fait, tu vois à travers ça qu'il y a une volonté majeure. Par exemple, je pourrais te la montrer t'envoyer l'image avec la petite trace de fumée. C'est que la dynamique visuelle doit être impeccable. La composition, c'est vraiment un travail hyper important parce que tu dois comprendre, comme c'est des créatures qui n'existent pas, tu dois comprendre et les reconnaître très vite et très facilement. Et c'était d'autant plus dur parce qu'à l'époque, quand Arita commence à travailler, les visuels des Pokémon, t'en as certains, Ken Sugimori les a même pas encore dessinés. C'est-à-dire que c'est... et comme en plus, entre les versions japonaises et les versions européennes, elles ont même les sprites, donc les petites images virtuelles ont été retravaillées,
l'identité visuelle des Pokémon n'était pas encore figée. Mm. Donc en gros, les premiers illustrateurs sont des designers. Ok. Au même titre que les premiers comme... alors en plus, tu as Tsuko Nishida qui viendra par la suite, elle qui a carrément designé des Pokémon. Il y a des années, Pikachu d'ailleurs. Tout à fait. Inspiré de l'écureuil et du Daifuku, le petit dessert japonais. Elle a aussi designé Aquali. Ok. Les autres évolutions, c'est quelqu'un d'autre. Et du coup, ce travail d'illustration, c'est un vrai travail de design. C'est-à-dire que, par exemple, Dracofeu, il avait qu'une corne à la base. De base, ouais. Et Atsuko Nishida lui en a mis 2. Ok. Pas dans l'illustration, mais au moment où elle a créé son sprite. Et c'est comme ça, t'as des changements, et c'est pour ça que, pour moi, Michiru Arita fait partie des mecs qui ont designé certains Pokémon. On ne pourra pas savoir lesquels, mais juste parce qu'on sait il s'est basé des pixels, et c'est lui qui leur a donné vraiment une qualité haute définition. Et d'ailleurs, pour moi, ça fait partie des éléments qui ont permis au jeu de cartes d'avoir un grand succès. C'est ton Dracofeu avec lequel tu as battu la ligue. Si tu le tires dans un paquet de cartes, la carte que tu obtiens de Dracofeu, c'est pas n'importe quel Dracofeu. Oui. C'est ton Dracofeu. C'est celui avec lequel tu as battu la ligue. Et donc, du coup, tu as un affect très spécial. Parce que du coup, ça rend réel, ça ancre dans le réel, ça le rend matériel en fait. Oui, c'est un truc physique, totalement. Et du coup, tu concrétises un peu ce lien. Ok, putain, super intéressant. Et est-ce que Satoshi Tajiri, lui, était dans le projet de la conception de... Non, il n'est pas mentionné. Comme je t'ai dit, c'est vraiment... t'as Oyama, Akabane, Miura, Kinebushi, Sugimori et Arita qui sont vraiment le noyau dur du début du développement du TCG. Il est possible que Tajiri ait pu venir voir les équipes de temps en temps, mais globalement... Mais c'est fou quand même que tu dis qu'il y a, par exemple, Sugimori, qui lui a été dans la conception du jeu, et aussi dans la conception du jeu de cartes. En fait, lui, il a été dans la conception aussi des visuels, beaucoup. Ouais. Il était un peu le directeur artistique. Ok. Mais c'est fou que, tu vois, moi, je me dis, aujourd'hui, Tajiri, il est pratiquement dans plus rien. Enfin, son œuvre, en fait, il la contrôle plus. Mais c'est aussi que Tajiri, pour moi, l'hypothèse, c'est qu'il était rincé. Hein. Il a crunché ce qu'on appelle le crunch dans le jeu vidéo. C'est... Attends, il faisait quoi? Je crois qu'il dormait 6 heures toutes les 24 heures. Ok. Globalement, c'était un rythme de fou. Tu le vois sur... Il y a une interview dans le Time dans les années 2000, le mec, il a des yeux violets. Enfin, il a le pourtour des yeux violets. Je pense que c'est un mec qui a créé son truc, qui a réussi à en faire ce qu'il voulait, qui a jamais eu l'énergie. En fait, il s'est donné de sa personne sur une période de sa vie, qui s'est dit maintenant ça tourne tout seul, j'y touche plus. Ok. Pour moi, c'est ça. Je pense aussi un peu comme toi, mais c'est dommage quand même parce que. Moi, il me manque, hein, parce que... C'est vrai que depuis Ruby Saphir, je crois, en termes d'apparition, c'est quasiment... Même sur Ruby Saphir, c'est le moment où... c'est pas Sugimori, je sais plus qui reprend le flambeau à ce moment-là, mais il est encore il est encore marqué par la vision de Tajiri, et donc pour moi c'est le mélange parfait, où ça s'ouvre un peu plus, et le jeu devient... T'as un peu plus de cinématique dans Emerald, avec... même la puissance de la Game Boy Advance qui apporte un vrai plus en termes de patte graphique. Mais effectivement, après, on tombe vraiment dans quelque chose qui devient de plus en plus consensuel. Totalement. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ok, j'ai une petite question. On parlait un peu de l'évolution des cartes, sur le design, etc. Qu'est-ce que tu penses des cartes qui sont passées du bord jaune au bord gris? Ah, c'est joli. C'est assez joli. Ok. Encore une fois, moi, c'est la variété qui est intéressante. Et pourquoi ce changement de la part de Pokémon après 25 ans de... J'ai pas étudié parce que moi, la spécialité, c'est vraiment... c'est vraiment la genèse, l'histoire de la naissance de Pokémon. Je me suis vraiment... Tout ce qui est récent, je suis pas du tout calé dessus. Je pense que c'est pour unifier le truc, faire comme au Japon, ils ont les bords gris. À mon avis, c'est plutôt pour ça. Toi, est-ce que t'as un élément gris? Regarde, ça, c'est une carte japonaise. Ouais, mais ça fait quelques temps... Elles sont passées au bord gris avant, il me semble... Ok. Il me semblait que ça fait plus longtemps que les cartes japonaises ont les bords gris, mais vraiment le récent c'est pas du tout ma spécialité. Après moi ce que j'en pense de ce côté-là, c'est que déjà effectivement ça passe bien à l'œil. Ouais. Voilà, ça va. Je suis pas fan parce que la qualité d'impression des cartes européennes sont à chier. Enfin c'est l'impression que c'est du papier mâché. Puis le fait que ce soit des bords gris, etc. Toi t'as pas ce côté un peu une couleur jaune, tu vois, une couleur jaune ça, moi je le vois comme une couleur forte. Mais je suis d'accord. Tu te dis, ok, cette couleur elle pète, la carte au niveau physique elle va être un peu mieux.
Bord gris, on est sur une couleur fade, sale, et tu te dis, bon, bah, la carte elle est un peu plus sale, et puis, effectivement, quand tu la prends dans la main, moi, tu vois, aujourd'hui, je joue beaucoup de One Piece, et la qualité des cartes One Piece, c'est autre chose. Attends, je crois que j'en ai une là. J'ai ouvert un paquet, moi, de One Piece. Tu vois, regarde, prends la carte. Ah ouais, elle est plus, le papier est plus rigide. Ah non, mais c'était Elle est très autre cool. chose. Très très cool. Ça, cette c'est carte. considéré comme les énergies là-bas, donc c'est une Ok. carte de merde. Mais en termes de qualité de carte, moi qui ouvre beaucoup de One Piece en ce moment avec les lives, etc., quand je prends une carte Pokémon dans la main, je fais waouh, cette qualité de merde qu'on a. Ok, c'est incroyable. Là au Japon, là, c'est une aussi japonaise, différent, mais Puis là, c'est une Rarity, une Shadowless. Mais genre des cartes Pokémon, bah, mais Ouais. c'est pas du tout pareil. Genre, bon, ça c'est une holo, donc t'as un. Mais même l'holo, tu vois, tu la prends dans la main, t'as l'impression que tu peux la tordre, mais. Genre vraiment, et le bord gris pour moi ça m'apporte vraiment. Ouais, c'est plus un souple, c'est un aspect- papier qui est vraiment plus. Ouais, c'est ça, pour moi le fait d'avoir les bords gris ça apporte un aspect vraiment mauvaise qualité. Je suis pas aussi, mais comme je sais pas de. Après c'est plus sur le Mais c'est physique. que je fais pas le récent. Ouais. Donc moi en fait c'est un peu, ça me passe complètement au-dessus la question. Quand je l'ai vu au début, je me suis dit ouais c'est pas ouf, et quand j'ai vu le résultat, je me suis dit franchement je Ouais, m'attendais ça va. à pire. Visuellement c'est joli, mais au niveau des matériaux c'est. Bah c'est surtout pour les cartes brillantes, je trouve que ça rend bien. Quand le bord, parce que Oui. maintenant du coup ils le font briller ce bord gris, et ça je trouve ça très Ouais, joli. ça c'est très joli aussi. Ouais. Mais effectivement quand c'est, et je pense que je préférais le bord jaune quand c'est pas brillant. Après du coup ça me fait poser la question, Expédition t'en penses quoi, parce que ça avait été choquant à l'époque l'espèce de contour un peu Bah après c'était pour un projet de e-reader là. de l'e-reader, ouais totalement, et ça n'avait pas du tout marché parce que du coup les tests c'était l'Amérique, ça n'avait pas du tout marché là-bas, c'est pour ça qu'on a eu des cartes FPO d'ailleurs. Et du coup je fais pas du coup les cartes e-reader, c'est les e-cards moi j'appelle ça, et je fais pas cette collection. Bah puis en Parce que plus c'est j'aime une pas. collection horrible en plus à compléter, c'est terrible. Pour le coup il y a de très très belles illustrations, vraiment Ouais. magnifiques. Mais le style de carte, en fait, je suis pas rentré dedans. Moi, j'ai pas eu cette nostalgie. Petit, moi je me rappelle en avoir ouvert, Mm. j'ai un souvenir vraiment précis de l'ouverture de mon premier booster et de me dire qu'est-ce qu'ils ont fait, et de pas être sûr d'aimer ou pas aimer. Mm. Tu vois, j'ai vraiment ce truc de ça change, c'est clair, et de pas réussir à me positionner, en tout cas de trouver que c'était différent. Et avec le recul maintenant aujourd'hui, c'est une série que je trouve qui a beaucoup de charme. Après, pour le coup, c'est une série aussi très dure aujourd'hui à faire. Ouais, c'est ça. C'est ça, Elle c'est est, ça. je pense qu'elle est considérée dans les séries les plus dures à faire. Avec le Néo Édition. Oui, faut... Ah. Allez, on va rester un peu dans Ouais, le thème. vas-y, c'est- Des dernières questions de cette partie 2, quelques anecdotes sur les cartes Pokémon. Du coup, on en a vaguement un peu discuté avec les premiers designs, le fait d'avoir des. Alors j'ai quelques petits trucs, Ouais. par exemple, donc on parlait du Salamèche et tout, Mhm. le premier Pikachu du set de base, à la base il voulait faire un fond je crois jaune ou un fond orange, une Ok. couleur très différente, et c'est Oyama justement qui a dit à Arita non mais tu prends la couleur complémentaire du jaune, le violet, et ça va te créer vraiment un effet, un vrai contraste. Toujours dans la volonté de mettre en avant le Pokémon. Avec Arita, j'ai plusieurs anecdotes avec Arita. T'as Ok. aussi, c'est Keiji Kinebushi Mhm. qui est cité pour la création des cartes énergie. Ok. Sauf que c'est Arita qui a créé le logo. Ok. Tu vois la petite flamme, la petite goutte, c'est Arita qui les a créés. C'est juste que comme c'est Kinebushi qui fait l'intégration Du 3D, ouais. 3D de ce logo-là, c'est son nom qui est marqué sur la carte. Mais en Ok. réalité, la petite flamme, la petite goutte, la petite feuille, c'est des logos créés par Arita. Et je crois qu'on avait discuté, tu m'as dit, tu savais pas si c'est lui qui avait fait le métal, la fée, etc. Ouais, genre. c'est ça. Ça, je pense que non. Je pense aussi, ouais. Parce que c'était venu tardivement et que sur le coup, lui, je pense qu'il a designé ça parce qu'on lui a demandé rapidement, ou que c'était même des croquis et que c'est possible que ces croquis aient pu plaire et qu'ils aient été repris comme ça. Ça, j'ai pas du tout l'info, mais en tout cas, sur son site personnel, il met en avant cette info, et Ok, si tu veux. je trouvais ça vraiment intéressant de savoir ça, parce que c'est quelque chose qu'en fait très peu de gens savent. Je ne savais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savaient pas. C'est ici. ça. Donc c'est pas juste Kinebushi qui a fait les cartes énergie, c'est Arita aussi qui a participé à leur création. Ok. D'autres petites anecdotes sur les cartes
Ou je pense qu'on a fait un bon tour déjà. Avec tout ce qu'on a cité avant, Ouais. je pense qu'on est pas mal, tu vois, parce qu'il y a le coup de la fameuse carte première, tu sais, le premier Pikachu qui a l'erreur d'auteur. Si, bah tiens, j'ai une dernière question avant qu'on clôture cette partie. Pourquoi il y en a certaines qui sont en no rarity ou pas? Est-ce que ça c'était au Japon? Je C'était crois un que bug c'était une d'impression? erreur, je crois que c'était un oubli. Pour moi, c'est un oubli. Parce que il me semble que sur les protos, je crois que tu as des raretés. Que par exemple, dans les images du Korokoro, je me demande si t'as pas des raretés qui sont marquées. Je pense que c'est un oubli. Pour moi, c'est un oubli, mais j'ai pas de source qui me permettent de l'attester. Ok. Du coup, on va clôturer cette partie avec. Je le présentais un peu quand je faisais les histoires sur Black Star. Les vending machines. Ah ouais. Il y a énormément, beaucoup encore, d'illustrations qu'on ne connaît pas. Par exemple, comme ce petit Nidoran, qui est tout simplement incroyable. C'est fou que nous, en France, on n'ait pas eu ce genre de choses. Et vous avez beaucoup d'illustrations que vous n'avez jamais vues par rapport aux vending machines. C'est pas du vending machine, mais X Returns. Moi, c'est mon grand. Sur Block X. Ouais. Ouais, très, très, très joli aussi. Mais ouais, sur Wizard, parce que là, on est sur un visuel Wizard. Même si c'est pas Wizard, mais. Petite anecdote des vending machines. T'as un Mewtwo qui a été designé par le créateur de Magic, un illustrateur de Magic. Illustrateur Magic, ouais. Et ça, je trouve ça Christopher Rush, qui est, que je trouve c'est hyper intéressant comme anecdote. Je l'avais dit dans ma petite. J'ai trouvé ça fou aussi, ouais. C'est hyper intéressant. Bah, sachant qu'avec l'histoire qu'il nous a dit que du coup, à l'époque, Magic, ça tombait très bien avec leur style aléatoire et que Pokémon s'est un peu inspiré de tout ça. C'est rigolo d'avoir un peu cette anecdote. Ouais. C'est clair, non, je suis complètement d'accord. Et je cherche là une autre carte pour balancer une dernière petite anecdote que je ne retrouve pas. C'est lui. Un Pichu dessiné par l'illustrateur de Détective Conan. Ok, c'est bon. Incroyable. Putain, ouais, tu reconnais un peu le style. Ouais. Incroyable. C'était pour quoi? Parce que là, je vois c'est une promo de Diamant et Perle. Alors ça, je te dis, moi, tout ce qui dépasse le bloc Wizard, c'est vraiment plus... je sais plus dans quel contexte elle a été sortie, mais c'est l'illustrateur, c'est cet illustrateur-là qui est... Enfin, Ok. Voilà, fun fact. On n'aura pas l'histoire de cette carte, mais je suis désolé, j'ai pas tout... les interviews, on n'est pas là non plus pour tout vous expliquer, vous êtes là aussi pour faire un peu de recherche. Là. Non, c'est vrai que ce serait intéressant. Ouais. Merci pour cette partie 2, on va passer du coup à la partie 3, où on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Partie 3 de la pop culture à l'objet d'art. Donc du coup on va passer à la partie 3, donc c'est le thème de la vidéo je pense, c'est ce qui te tient un peu le plus à cœur parce que c'est du coup ton métier aujourd'hui. C'est le mélange, ouais, l'interface entre passion et métier. Et pro, ouais, totalement. Du coup, de la pop culture à l'objet d'art. Première question, à quel moment on est passé d'un jeu plutôt pour enfants à un produit de luxe et quelle est la raison? Il n'y a pas une raison, il y a des raisons. Ouais, j'imagine, ouais. La première, c'est que donc déjà Pokémon a été pensé pour être étendu à l'international. Quand ils ont développé le jeu, ils voulaient pas un éditeur japonais. Ils voulaient un éditeur japonais, mais qui était déjà implanté sur la scène internationale parce qu'ils le voyaient vraiment comme quelque chose qui pouvait se répandre. Et donc forcément, ils ont commencé avec des produits simples, je te dis des embouts de crayons, des mugs, des machins, des cartes. Quand tu commences à t'étendre comme ça, très vite ils ont fini par atteindre des avions. T'as des cartes d'embarquement, t'as des Après, avions. Pokémon, ouais, beaucoup, la Nippon Airlines, ils ont fait beaucoup de choses avec Pokémon, avec les Rally West et Est. Les trains. Ouais, les trains aussi, il y a eu beaucoup de choses avec des timbres que tu as signés à chaque gare, etc., où tu gagnais des Pikachu. Ça a été extrêmement développé, donc quand tu as quelque chose comme ça qui se tapisse un peu, qui va sur n'importe où, du poster à la carte, au t-shirt, au drap de lit, au duvet, enfin J'avais mes draps Pokémon. Oui, j'avais le pyjama, tu vois, tu pouvais avoir le réveil, enfin tu peux faire aujourd'hui tu peux te faire quasiment je pense une maison complète. Ouais, t'as les voitures, t'as Toyota qui avait fait des voitures,
Et donc en fait c'est comme ça qu'ils sont glissés petit à petit dans le monde du luxe. C'est-à-dire là on parle même pas d'ancienneté des cartes et de collection, là on parle vraiment juste, ils ont fini par atteindre. T'as Baccarat, ils ont fait la Pokéball en cristal avec Baccarat, t'as la carte en or qui a été fait avec des bijoutiers. T'as Daniel Arsham, un artiste qui a carrément fait des œuvres sérigraphiées Pokémon cristallisées, dont d'ailleurs t'as le logo Pokémon comme ça dans les sièges de la Pokémon Company aux États-Unis. Et donc je pense que c'est comme ça, t'as eu des sacs Longchamp. Maintenant t'as beaucoup de partenariats dans la mode qui se font avec t'as plusieurs gammes de prix, et donc c'est comme ça je pense que petit à petit ils sont arrivés du point de vue des objets du merchandising dans le monde du luxe. Avec des partenariats aussi, comme tu dis, parce que tu peux faire des objets de luxe, mais faut que le luxe aussi avec lequel tu produis quelque chose est déjà bien implanté, tu vois. Tu parles des bijoux, etc., des gros créateurs, des artisans sur beaucoup de choses. Il faut déjà qu'ils soient reconnus pour que ça soit reconnu Pokémon, aussi en tant que produit de luxe. Pokémon va pas trop s'y intéresser, même si après de temps en temps il y a des petits... J'ai pas en tête, mais je sais que des fois t'as des choses un peu moins connues. Après, au Japon t'as les licences pour une journée, je sais pas s'il y a des choses comme ça. En gros, des modeleurs, des mecs qui font des petites sculptures, des figurines, ils peuvent, pour une journée lors d'une convention, vendre comme des produits officiels des choses qu'ils ont fait eux-mêmes, des produits, des figurines un peu artisanales. Je sais pas si pour Pokémon ça existe, il y a un petit truc à creuser là-dessus. Pour Pokémon ils sont assez chiants avec toute la partie fan. Ouais, tout ce qui est... ils aiment pas trop... Ils ont pas le contrôle. Ouais, c'est ça. Leur image de marque, c'est assez important, surtout que c'est un truc pour enfants, donc ils sont très frileux là-dessus. Mais non, en gros, donc t'as eu tout ce truc-là où comme ils sont étendus sur tous les supports possibles, forcément ils ont fini par toucher le luxe, et du point de vue plus pour les cartes, comme je te disais, t'as le côté où la carte te rappelle l'aventure que t'as eue virtuelle, et donc t'as eu un lien très fort qui s'est fait avec cet objet. Et je pense que c'est comme ça que tu as une valeur qui s'est ajoutée à la carte, bien plus forte que ce qu'on pensait au début. Tu vois, personne n'aurait soupçonné que les cartes de notre enfance nous manqueraient. Et forcément, là, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire qu'au fil du temps, il y a de moins en moins de cartes anciennes, ou en tout cas, elles sont de moins en moins bon état. Fatalement, t'en arrives à des... Puis t'as le Covid. Le Covid a aidé aussi, ouais. Le moment où tout le monde cherchait un peu à se rassurer, je pense, c'est un peu une valeur refuge, tu vois. Bah, s'il y en a beaucoup qui partent dans le principe, genre, ça a bercé mon enfance. Alors pour le coup, il y en a je pense, il y en a qui se disent, ouais, c'était toute mon enfance, alors que je sais que la plupart du temps, ils jouaient pas énormément, tu vois. Moi, ça a vraiment été mon enfance, j'ai une caisse avec des figurines, je jouais dans le jardin. Là, j'avais des châteaux forts à l'époque, quand j'étais gamin, je jouais tous dedans. Je jouais pas aux jeux de cartes parce que je ne comprenais rien, mais je les collectionnais. Ouais. Et on a joué au WAPS, on a joué au Crax. J'ai des trucs aussi de diamants et perles où tu tirais avec. C'était une sorte d'arène, tu tirais des billes pour enlever les trucs. Je vois à peu près. Là en plus, donc. Je vois à peu près quel objet c'est. Oh, let's go! Et toi, j'ai perdu pratiquement toutes les billes, mais. Du coup, j'avais ce jeu-là, tu vois. Moi, j'étais vraiment ultra fan de tout ça, tu vois. Albat. Mais après t'as ce côté nostalgique qui revient, et c'est ce qui a permis à Pokémon de revenir tel qu'il est aujourd'hui, d'être la licence la plus vendue en 2021, je crois. La licence médiatique. Parce que la nuance est importante de dire que c'est la licence médiatique, parce que sinon ça veut rien dire que c'est la licence la plus vendue dans le monde. T'as d'autres licences qui se vendent plus, mais c'est la licence médiatique qui est la plus vendue. Ok, ça marche. Et du coup, ouais, pour revenir un peu ces cartes considérées comme du luxe. Donc en fait tu vas aussi te rapprocher, avec la réflexion tu t'approches de plus en plus d'objets uniques, quasiment comme pour le Pikachu Illustrator, tu te rapproches d'objets uniques, et là tu t'approches de ce qui va être le plus comme une œuvre d'art, et en plus la Pokémon Company est, je pense, très heureuse d'avoir cette image là, et par exemple en 2018 ils ont fait un partenariat avec, dans le cadre d'une exposition sur Edvard Munch, comme on dit. Je crois que tu l'as là. C'est ça, je l'ai ramené. J'en ai une seulement. Mais où en fait ils vont faire des partenariats. Donc là c'est vraiment en lien avec un événement culturel. Ou dans le cadre d'une exposition, donc c'était une rétrospective sur les œuvres de l'artiste.
ils ont créé des visuels qui reprennent les codes, le style visuel de l'artiste pour en faire des cartes. Et je pense que c'est un outil super. C'est vraiment... Tu trouves que c'est une très bonne idée d'avoir fait ce genre de choses? Ouais. Parce que ça sensibilise les enfants à un style visuel, à un moment de l'histoire de l'art. Et il y a... T'as le directeur du musée d'Orsay qui maintenant va être à la direction, qui est maintenant déjà à la direction du château de Versailles. Il disait: petit, j'ai fait du vélo dans les jardins du château de Versailles. Ça n'est pas anodin. Tu vois, et je pense que le fait que des gens touche à l'art de cette manière. C'est ça. En fait, tu découvres un peintre. Et sans t'en rappeler, tu dis: ah, j'adore cette carte. Et quand tu vois l'œuvre pour de vrai, tu dis: ah, waouh. Mais oui, ça vient de. Par exemple, avec le Pikachu Van Gogh, tu dis putain, mais ça vient. Oui, c'est un artiste, ça reprend le style de Van Gogh. Tu vois. Moi, ça me fait un peu la même chose avec les Pokémon en eux-mêmes quand tu te rends compte que, par exemple, j'ai envie de dire Porygon, il est inspiré de la cocotte en papier. Ok. Et comme en plus c'est un Pokémon qui est censé représenter la 3D, tu vois, et c'est un Pokémon virtuel, donc c'est un Pokémon qui est immatériel mais en volume. T'as le côté l'origami qui devient du plat qui passe en volume. Je trouve que t'as un côté très intelligent. Et je pense que t'as tout... Alors ça, c'est des choses qui sont pas connues, mais t'as toute cette valeur culturelle qui peut être apportée de manière ludique dans le jeu. C'est vraiment du jeu. Grâce à la licence Pokémon. Ok. Ça marche. Et du coup, pour en revenir un peu à toutes les présentations, alors ma question c'est: comment est perçue la carte Pokémon aujourd'hui par les musées ou d'autres institutions culturelles? Genre aujourd'hui, est-ce que voilà, on est T'as vraiment... Ouais, par exemple les cartes avec les peintres et les artistes, etc. Ça... T'as 2 poids 2 mesures. Ok. T'as des gens qui vont être très réfractaires, qui se disent non, mais qui reconnaissent pas le jeu vidéo comme un art, qui reconnaissent pas ce qui découle du jeu vidéo comme un art, et qui se disent: je ne considérerai jamais un bout de carton comme une œuvre d'art. Dans un sens, je suis d'accord, c'est-à-dire que j'ai du mal à considérer une carte Pokémon tirée en 3 millions d'exemplaires comme une œuvre d'art. Par contre, le jour où il en restera plus qu'une, ce sera une autre question. Mais pour en revenir à la question, au Japon, c'est assez bien vu. Ils ont fait par exemple un partenariat avec un muséum d'histoire naturelle, où ils ont mis des sculptures en résine de fossiles de Pokémon avec... Je crois que j'ai vu ça passer. Les Pokémon dont ils sont inspirés, c'est magnifique. Et pareil, là, les enfants, j'imagine, mais même moi, avec des yeux d'adulte, j'aurais des étoiles dans les yeux, juste aussi parce qu'ils ont fait ça avec amour et respect pour la réalité, pour les valeurs éducatives, et en même temps pour la licence, qui est pour le côté fictif, c'est-à-dire qu'ils jouent le jeu en mettant en valeur leur licence qui est fictive, tout en mettant en avant le réel dont elle s'inspire, et je trouve que c'est excessivement intéressant de faire ça. Et en France, par exemple, il y a de plus en plus de partenariats, on va dire, avec des petits musées ou des choses comme ça, où tu as des collectionneurs qui vont exposer leur collection. Je sais que par exemple, ça a été fait à la convention de Pau, donc le TGS, même si c'était situé à Pau, il était en 2 parties. Où il y a Tikari qui avait présenté sa collection. On lui avait demandé de présenter sa collection, c'était son stand. Qu'est-ce que tu penses un peu de ce développement qu'il y a, du moins en France, on va parler en France pour le coup, sur ce genre de petits partenariats? Commence, je sais que... Genre les gens sont un peu en demande on a envie de voir des anciens items, tu vois. Comme on en discutait au début de vidéo, genre les gens qui sont là, impressionnés par ces displays qui sont vides pour le coup. Mais pour eux, t'as une part de, comme tu dis, de nostalgie en disant putain, mais waouh. Alors, dans les musées, les institutions muséales, t'as assez peu de choses. T'as le musée de la carte à jouer à Issy-les-Moulineaux qui a pas mal de cartes du bloc X dans sa collection. Je sais pas si elles sont exposées de façon permanente, mais je sais qu'ils les ont exposées. Que c'est notamment, moi je les avais contactés pour ça, ils voulaient faire une exposition, et c'est ce qui a finalement donné naissance à la fameuse exposition Magic, Pokémon et compagnie. Le livre. C'est ça, dont je fais la petite promo, c'est terminé. C'était décembre 2022, août 2023, mais ça a été un gros succès, et à part ça, tu vas avoir surtout des boutiques, comme par exemple, tu as Romain Chat qui a ouvert sa boutique à Limoges, Mr Fuji qui a ouvert sa boutique à Paris. Et qui expose 2-3 items là-bas. C'est ça, et où en fait c'est là où tu vas avoir le plus ce côté exhibition d'objets de collection,
plutôt que dans les musées, mais ils sont en train de s'ouvrir à cette éventualité-là. Moi, j'ai fait des dons, par exemple. J'ai offert des paquets de cartes ouverts, mais l'emballage carton de cartes Thompson. J'ai offert des paquets, des boosters joueurs du grenier. Je réfléchis à faire des dons plus conséquents à l'avenir, mais c'est quelque chose qui se réfléchit. Ok, bah ça peut être super intéressant. Et du coup, pour revenir un peu sur cette partie musée, parce que là, on parlait un peu de collectionneurs qui ont ouvert leur boutique en montrant 2-3 trucs. Eux, eux, ils sont déjà formés. Et aujourd'hui, comment sont formés les représentants de ces institutions à l'univers des cartes Pokémon et quelles sont leurs appréhensions? Est-ce qu'elles voient vraiment quelque chose... Enfin, est-ce qu'elles voient ça comme quelque chose de sérieux, pardon? Alors, il y a de la curiosité. Moi, par exemple, mes collègues, quand je leur parle, mes collègues du musée d'Orsay, qui pour l'instant sont pas du tout sensibilisés à cette question, ils n'ont pas à se sensibiliser, sont très curieux. Et quand je leur ai montré, par exemple, la carte Psychoquack Munch, ils étaient impressionnés à se dire ah c'est hyper intéressant, t'as ce côté-là. Après, en termes de manipulation, c'est pas quelque chose qui va particulièrement les intéresser. Par contre, pour l'exposition qu'on a fait au musée de la carte à jouer, il y a eu des vrais enjeux. Où moi, comme je t'ai dit, je collectionne pas des cartes en état mint, donc j'ai pas peur que mes cartes soient manipulées. Il y en avait juste quelques-unes quand même que je prêtais qui étaient mint, où je leur ai dit celle-ci vous faites vraiment attention parce que justement, faut les sensibiliser au fait que la moindre manipulation peut faire perdre un tiers de la valeur. Bah, c'est comme un tableau en soi. Et bah oui et non, c'est-à-dire qu'un tableau, tu peux le prendre, enfin, t'as le cadre déjà qui protège, alors qu'une carte, faut l'enlever de la sleeve. Tu vois, alors oui, un tableau est très fragile. Mais du coup, ils utilisent des gants? Oui, ils vont utiliser des gants, tout à fait, comme pour un tableau. Mais c'est plutôt l'intensité du choc a pas besoin d'être la même. C'est-à-dire que un petit coup d'ongle comme ça sur ton tableau, sur le coin de ton tableau, personne va le voir. C'est parce que c'est l'endroit où la toile va être attachée au châssis. T'as pas de peinture ici. T'auras pas une dévaluation de 30% de ton œuvre pour ça. Alors qu'une carte Pokémon, une carte Pokémon, tu fais une petite marque d'ongle sur le côté, mais c'est ciao. Ton 10+, il est fini. Et du coup, est-ce que tu penses que le regard qu'il y a la communauté aujourd'hui sur le grading, qui est vraiment encore plus important qu'à l'époque, ça joue énormément sur la valeur du regard des cartes sur le luxe? Par exemple, une carte qui a 10+, qui va être pop 1, est-ce que ça va être un objet un peu de luxe ou est-ce que ça va être considéré comme un objet vraiment incroyable? Je pense que oui, mais tu as le problème de la politisation, des enjeux économiques ou qu'est-ce qui me prouve que le mec qui est bon client, et on sait que ça a déjà existé par le passé, va pas avoir ses notes un peu plus surévaluées, mais de pas grand-chose, il suffit d'un demi-point. Tu vois, c'est ça qui me gêne. Après, le grading aujourd'hui, en fait, t'as pas de valeur et d'échelle, de notation pure sur Pokémon. C'est chaque entreprise à sa manière. Et le problème, c'est que chaque vision est différente. Et puis même chaque noteur. C'est-à-dire qu'en fonction du jour, tu peux faire des variations d'un point, voire même potentiellement plus, mais on va rester sur des variations d'un point. Et quand tu sais que de 9 à 10, la valeur, c'est exponentiel. C'est pas terrible. Du tout la même chose. Et donc, oui, ça participe au monde du luxe, et en plus, c'est une bonne façon de protéger les cartes. Mais l'idée, c'est que plus tu auras de cartes gradées, moins tu vas avoir de cartes qui se dégradent, et donc moins elles vont finir par prendre en valeur, parce que tu auras tant de population qui est sauvegardée, entre guillemets, sauf si on se rend compte que les boîtiers, en fait, c'est terrible, mais il y a peu de chance. Il y a peu de chance, ouais. Et du coup, par rapport au grading encore, est-ce qu'il y a des cartes qui sont exposées dans des musées, sans reprendre les cartes trophy, parce que c'est un autre game, ça? Mais des cartes, par exemple, je sais pas, un Dracofeu édition 1 du set de base, en gradé toujours. En loose, non, en gradé, non. En loose, moi, par exemple, nous, les cartes étaient exposées en loose au musée de la carte à jouer. Non, ils n'ont pas de cartes gradées, en tout cas, à ma connaissance, dans ce musée-là. Ils ont peut-être eu des dons, mais je suis même pas sûr. Okay. Aujourd'hui, je suis pas sûr, donc c'est possible que tu aies des musées à l'international qu'en non. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'information. En revanche, je pense qu'il y a quelque chose à faire. Okay. T'as des galeries qui ont exposé des cartes gradées, je sais plus qui, je crois que c'est Sisayoxi qui avait fait un partenariat avec une galerie où il avait développé un système pour mettre en avant tes cartes gradées. C'est des petits losanges, ouais, c'est ça. De couleur, oui, ok. C'est ça. Et qui permettait de mettre en avant. Paris. Ouais. Oui, c'est à Paris. Ouais. Okay. C'est ça.
où il a fait une collection. Donc tu as les galeristes qui vont peut-être être un peu plus enclins à mettre en avant des cartes, et tu as aussi, je crois que c'est Murakami, un artiste contemporain japonais, qui est très ancré dans une imagerie pop, qui avait fait dans une exposition à Paris il y a une dizaine d'années, qui avait mis, une dizaine voire une vingtaine d'années, qui avait mis des figurines Pokémon dans une partie où c'était pas ses œuvres, mais un peu toutes ses inspirations, et tu avais du Pokémon qui était mis dedans, donc ça a déjà intégré le musée, mais pas forcément gradé. Aujourd'hui, le grading est pas une condition, un prérequis pour rentrer dans un musée. Du coup, c'est ce qui m'amène à une autre question. Qu'est-ce qui caractérise l'art sur une carte? La population, déjà, c'est ce qu'on a évoqué. Ouais, t'as la population, t'as l'État qui va finir par être, quand t'as une seule carte qui est en bon état, là ça finit par être vraiment intéressant parce que t'as réussi à préserver quelque chose d'excessivement fragile, c'est ce qu'on disait avant, où une carte au moindre choc, même dans le paquet, c'est ça qui est dingue, c'est qu'une carte neuve n'est pas forcément neuve. L'État est vraiment quelque chose d'important. Ouais, l'État, la population. L'État, la population. Et après, plus tu vas remonter dans l'objet scellé, plus elle va être dure à falsifier aussi. Et donc plus tu as un état authentique, et on pourrait dire que plus tu remontes haut dans la chaîne industrielle, mieux c'est. Donc au final, le top du top, ce serait d'avoir les dessins originaux. Si vraiment, après tu vas avoir les prototypes, les planches, les cartons, enfin les boîtes de display, j'ai plus le... Les cases. Les cases. Les displays, boosters, blisters. Voilà, c'est ça. Okay. Et en fait, ça va être cet ordre hiérarchique-là. Ok, ça marche. Toi, en tant que... Parce que du coup, aussi, c'est ta passion et en même temps ton côté professionnel. Toi, qu'est-ce que tu recherches principalement dans ces musées? Enfin, à exposer, pardon, dans les musées. Parce que voilà, tout au long de la vidéo, tu nous as présenté des cartes. Toutes les cartes que vous avez en plan la plupart ont été présentées à l'exposition. Et du coup, en fait, tu cherches un peu des cartes un peu atypiques, qui ont des histoires au-delà de la population et l'État. Parce que voilà, je pense aussi ce qui caractérise l'art d'une carte, c'est son histoire autour. Comme tu parlais des prototypes, des bêta-designs. Un des enjeux, ça a été en fait de pas trop tomber dans le consensuel et trouver justement la valeur historique, c'est-à-dire que moi on m'a demandé de présenter plutôt des Pokémon connus, donc j'ai dû faire Pikachu, les starters, les 3 starters et Mew et Mewtwo. Et comment en fait j'ai dû m'adapter à comment mettre en avant l'histoire du jeu de cartes. Et donc ce que j'ai fait, c'est que par exemple pour le Pikachu, j'ai mis le premier Pikachu sorti, j'ai mis Pikachu Surfer, je t'ai mis des Pikachu, les Pikachu du set de base revisité pour Diamant et Perle. T'as une secrète. Oui. Celle-ci, ouais. Hop là. T'as une secrète Diamant et Perle qui revisite un peu le design, qui le modernise, même si je la trouve pas forcément dingue. Et ils ont sorti pour les 25 ans une full art du Pikachu set de base. Et donc tout ça, c'était c'est venir questionner la forme et l'évolution du jeu de cartes. Ok, pas de problème. Ok, super. Et du coup, la dernière question de cette partie, parce qu'au final, elle n'aura pas été si long. Ouais, on aura tout évacué. Enfin, on avait vraiment le... Sur les premières parties, ouais. Aujourd'hui, le regard par rapport à la société, quel est-il? Est-ce que toi, tu as eu ton exposition au musée d'Orsay. Carte à jouer. Ici les Moulineaux. Non, Orsay, on n'y est pas. Parce que tu me parlais de... Je bosse au musée d'Orsay. Ah ok, j'ai inversé, pardon. Il n'y a pas de souci, t'inquiète, comme moi pour Romain. Et du coup, voilà, tu as eu ton exposition à Ici les Moulineaux, et du coup, forcément, tu as eu des personnes qui sont rentrées dans ce musée. Quel est ce regard on va partir sur une famille. Déjà, avec 2 enfants, je sais pas, 10 ans, 12, 13 ans. J'ai pas eu de retour. Alors, si j'ai des collègues, par exemple, au musée d'Orsay, justement, qui m'ont dit mon fils est fan. On est allé voir l'exposition, on a adoré. L'exposition a eu un gros succès parce qu'en 6 mois, ils ont fait la fréquentation qu'ils faisaient normalement en 1 an. Donc, vraiment, ça a été. Il y avait énormément de succès. Les questions qui revenaient, c'est est-ce qu'il y a des cartes chères? La question de la valeur est quelque chose qui intrigue beaucoup. C'est l'art, hein. L'art va avec malheureusement le prix. La rareté, c'est le prix. Et moi, justement, j'ai un peu cherché à éviter ce truc-là en mettant en avant plutôt l'histoire. L'histoire de la carte, qui pour moi est aussi un peu synonyme de valeur. Parce que, alors, c'est pas des cartes qui sont très demandées parce qu'elles sont peu connues. Mais ça met en avant quelque chose. Et donc...
les enfants, une famille, qu'est-ce qu'elle... J'ai pas eu de retour là-dessus, mais on a par exemple, ils ont fait des cartes. Je sais qu'il y avait des dessins, il y a eu beaucoup de participation où les enfants, une fois qu'ils avaient fait l'exposition, ils étaient invités à dessiner leurs propres cartes. Ok, super. Ouais, c'est une super idée. Et j'ai eu un petit exemplaire de ces cartes éditées par des enfants. Là, t'as un Pokémon qui s'appelle Grobid. C'est un Pikachu chelou ça, mais... C'est la trace d'un d'un partenariat public. Du coup là c'est... Et le logo de... Ça, c'est le logo Magic de Pokémon & Co. Ok. ouais, de l'exposition. Ok, incroyable. Et donc on n'a pas vraiment eu de retour sur les enfants, enfin moi j'en ai pas eu, je sais juste que l'exposition a beaucoup plu, a drainé beaucoup de personnes. Donc c'est quelque chose qui je pense va motiver en tout cas les institutions. À changer, à continuer, à à s'ouvrir. évoluer, à s'ouvrir, exactement. C'est le mot que je Récemment cherchais. on a eu aussi le Van Gogh Museum, et t'as eu le partenariat alors qui lui est compliqué parce que, bon je suis pas un grand fan de la carte qu'ils ont faite, mais ça encore ça a rien à voir, historiquement encore une fois elle est hyper intéressante, j'ai évidemment acheté la carte, mais c'est la façon dont ils ont géré le partenariat qui a pas été dingue pour moi. Après avec les erreurs c'est comme ça qu'on évolue aussi, hein. Ça permet d'éviter de faire les mêmes erreurs. T'as eu 4 employés virés quand même. Oui, Moi ça me fait mal de... Mais oui effectivement, ça permet au moins, j'espère que la Pokémon Company ou ceux qui gèrent ces partenariats vont prendre conscience qu'il faut pas faire n'importe quoi avec leur licence, parce que la partie médiation culturelle, donc t'avais un mur dans le musée qui reprenait le style de l'artiste encore une fois, okay. Qui là est tout à fait fonctionnel, ça permet de sensibiliser les enfants, ce qui est le but, hein. Le but premier c'est là où les enfants dans les musées ont tendance à un peu se détacher des œuvres d'art ou à pas être touché, tu mets un Pokémon là-dedans, tout de suite il est beaucoup plus sensibilisé à la valeur du truc. Moi quoi. le premier. Ouais non mais je comprends, et même moi je rêve de voir certains tableaux qu'on a au musée d'Orsay avec, tu vois, qui ferait un partenariat comme ça, on aurait des choses magnifiques. Et c'est peut-être quelque chose que tu peux envisager par la suite. Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est quoi ce sourire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce sourire qui veut tout dire. Bah déjà dans tous les cas il y a un changement de directeur, donc pour l'instant il n'y a rien qui est possible. C'est Okay. là rien n'est affirmable. Ok. Donc tu vas nous dire ça sur tes réseaux, c'est ça? Eh ben j'ai même pas vraiment de réseau, donc Ouais. je dirais ça sur tes réseaux si tu veux. Bah, tu m'envoies un message et je partagerai l'information. Y a aucun problème. Ah bah avec plaisir, franchement avec Dans 2 plaisir. mois, c'est ça? Dans 3 ans. Hein. 3 ans. S'il y a un truc à mon avis c'est plutôt dans 3 ans. Ok. Mais ok, bah super intéressant. Et du coup, pour revenir un peu sur l'art et le design, est-ce que tu peux nous parler un peu des... Enfin, sur l'art et les illustrations, pardon. Est-ce que tu peux nous parler un peu des designs de Pokémon? Ah ouais, ça c'est hyper C'est intéressant. vrai que c'était une question qu'on voulait citer dans la partie précédente, mais je me suis dit que ça allait bien à la suite là. Donc, Là c'est hyper intéressant parce que c'est même un sujet sur lequel je me suis plus attardé, c'est comment ont été créés les Pokémon. Parce que donc, on rappelle, ils ont été créés pour un jeu vidéo, et fallait retranscrire dans ce jeu que chaque créature est une façon de jouer. Tu joues pas Pikachu comme tu vas jouer Onix. Il y en a un qui est rapide, l'autre qui est lent, il y en a un qui tape fort, entre guillemets, vite, mais qui est très faible, qui est très fragile. Onix qui va plutôt encaisser, pas taper très fort, être très défensif. Et donc tu as 5 périodes. Dans le développement de Pokémon, on divise ça en 5 périodes. Alors moi j'ai fait le choix dans mes recherches de diviser ça en 5 périodes. La première, c'est celle où tu as Kensugimori, quasiment que Kensugimori, c'est la période très prototype où tu as Rhinophéros qui est créé, tu as les prototypes de Léviator. t'as tous les plus gros babos. C'est les monstres. Des ça. designs très avec beaucoup de griffes, beaucoup de crocs, que moi j'adore. C'est les Pokémon que j'aime beaucoup. T'as Ectoplasma, t'as des trucs un peu ronds quand même, t'as Phantominus. Et c'est aussi une période où ils mettent en avant qu'ils veulent... t'as Loclas par exemple qui est créé, t'as Rhinophéros qui eux pouvaient incarner aussi des systèmes utilitaires. Loclas, déplacement sur l'eau, Rhinophéros, déplacement sur terre, et t'as aussi Mélophée qui... Parce que je crois qu'il y a un dessin où t'as un personnage qui est sur le dos de Rhinophéros, je crois. Oui, je crois. J'ai un visuel. Moi j'ai la visuelle avec comme ça. où il est avec sa lampe torche. Oui, je crois que c'est peut-être. Et Rhinophéros qui est. C'est peut-être celle-là que j'ai. Il est pas sur le dos, mais il est derrière. T'as Rhinophéros qui est derrière, mais par contre t'as un visuel où il est sur le dos d'un Loclas. Oui, ça j'ai vu. Qui ressemble pas trop d'ailleurs à Loclas. Il a une corne, et il a Ouais. pas encore les deux trucs comme ça. Il en a juste une. Je me suis renseigné, t'as vu hein. C'est beau. Non mais c'est beau et franchement ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que moi c'est des objets hyper importants pour moi et
On parlait des objets d'œuvre d'art, ce dossier-là qui est conservé très religieux, Capsule Monster. qui est conservé par Game Freak ou Nintendo, je sais pas qui précisément le possède, ils le ressortent de temps en temps pour des événements, des anniversaires. Ça, on touche une œuvre d'art Ça, c'est une ultime. pépite. C'est- Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais bien, qui sera traduit en français. Tu vois, là, tu nous parlais de L'encyclopédie, l'encyclopédie que tu as montré tout à qui l'heure. fait partie des reliques aussi. C'est ça. Il y a un mec aujourd'hui qui l'a traduit. Qui l'a traduit en français et il est achetable au prix de 25, je crois, un truc comme ça. Ouais, 25 C'est pas plus excessif sport. en plus pour le taf monstre dessus. Alors, je crois que c'est un peu bricolé de ChatGPT, plus. C'est pas. Mais la traduction a l'air très propre. En tout Mais, cas, de ce que j'ai. Enfin, moi j'avais déjà pensé à faire ce genre de traduction, bon, c'était avant les IA et tout. Mais c'est un taf monstre, c'est tout. Ouais, ça reste quand même une. Lui il le fait en mode livre et Rien que pour l'édition, hein, parce qu'après, il faut replacer les textes aux bons endroits. Ouais, c'est ça. Rien que pour ça, c'est monstrueux. la composition est incroyable. Tout ce qui est monstrueux, tout ce qui va être déplacement, low class, rhinophéros. Et tu as aussi Melofé qui est créé à cette période-là, qui incarne aussi un autre archétype qui est le Pokémon mignon, le Pokémon qui serait ton Pokémon de compagnie, ton animal de compagnie. C'était un peu les 3 directions qu'il voulait, les 4 directions qu'il voulait, les monstres, les Pokémon de transport, les Pokémon plus quotidiens. En tout cas que tu peux avoir en tant qu'ami ou compagnon, voilà. Ok. La deuxième période, ça va être la période où ils vont créer les types. Ok. Donc la première période c'est 90-91, la deuxième on est plutôt sur 91-92. Ils vont créer les types, notamment l'exemple célèbre c'est t'as Electek qui est créé à cette période-là, t'as un autre Pokémon qui n'a pas été gardé, qui est un peu le prototype de Liputu, et qui vont incarner en fait vraiment ces archétypes. T'as Gravalanche aussi qui va incarner le type Roche, qui est lui inspiré de Dragon Quest, avec les rochers qui explosent. En plus il a l'attaque explosion, donc c'est vraiment t'as des Ouais, il y a des Pokémon qui ont été faits par rapport à l'élément. Ça serait con de retrouver un Gravalanche de type électrique, quoi. ah oui c'est et c'est ça qui est... Non, mais ça existe pour le coup, c'est ça le problème. Ah ouais, Alola, oui, ouais. Mais voilà, c'est le C'était une petite balle perdue. Ça. ça c'est le problème du réseau, effectivement, c'est le présent de Pokémon n'est pas très Ouais, non, on va revenir aux bases, ouais. là où il y avait des vrais trucs. Okay. Et donc Classique, ouais. voilà, Gravalanche de type, qui incarne le type roche. Sur la fin de cette période-là, tu as aussi Sulfura, Articodin et Lector. Moi je soupçonne que ce soit les premiers doubles types où ils disent tiens, on va faire des doubles types. Avec le vol et feu, par C'est exemple. ça, vol-feu, ou et même tu avais le type oiseau à la base qui a été abandonné. Ok. On suppose. Je suppose, c'est rapace d'épique pur. C'est le premier que je vois. Non mais c'est clair, qui est devenu finalement le type vol. Mm. Troisième période, ça va être les évolutions. Ok. La troisième période, c'est en fait, on a toute une série de monstres qui sont créés en binôme, Goopix Fenard, et qui servent justement à mettre en avant ce principe d'évolution qui est primordial, ce qui est devenu primordial dans Pokémon. La quatrième période, ça va être des Pokémon associés à l'histoire. Ok. T'en as très peu, t'as Ronflex, Mewtwo, qui vont être, c'est ça, des créatures qui ont un rôle dans l'histoire du jeu, qui vont être scénarisées. Et la dernière période, qui est un peu plus floue, t'as les starters, Mhm. qui ont été mis à la fin, et t'as la lignée évolutive de Boost, d'Ampliflore et Rafflesia. À la toute fin. À la toute fin. Ok. C'est genre, je crois que le dernier Pokémon c'est Rafflesia ou Ampliflore, tu vois, Ok. de l'index interne. Incroyable. C'est Ouais, c'est le genre d'anecdote que je surkiffe. et c'est amusant, les starters, pourquoi ils sont à la fin? Parce que, enfin, ils ont été développés, ils ont forcément, la question des starters a été posée avant, il y a forcément un Pokémon avec lequel tu vas commencer. À mon avis, c'est que ils voulaient un travail particulier dessus, c'est des choses qu'ils ont peaufinées jusqu'à la fin. Et c'est une hypothèse. Voilà, comme l'index interne est quelque chose qui a été très modifié au fil de l'histoire. Cette histoire des 3 premières périodes, elle est très claire, c'est-à-dire que tu as vraiment une période où c'est des designs de monstres, la deuxième période où ils ajoutent les types, et la troisième période où ils ajoutent les évolutions. Après, c'est plus flou. Ok. Après, on est sur quelque chose qui est un peu plus flou et où tu as beaucoup de modifications. Tout n'est pas excessivement lisible. Ok. C'est vrai qu'on est totalement sorti de la partie sur la vision globale. Mais c'est vrai que c'était une question intéressante par rapport au design. J'ai une dernière question moi, pour clôturer cette partie au propos de Pikachu, qui de base ne devait pas du tout être la mascotte de Pokémon.
Et elle était en compétition avec Mélofée. Et Ptitard. Et Ptitard. Et Ptitard. Ok. C'est pour ça que Ptitard est dans la grande aventure. Et c'est le starter de Red. Très probablement, parce qu'en gros, Ptitard était le Pokémon préféré de Satoshi Tajiri. Oui. C'était son Pokémon préféré, et en fait, ils ont fait des systèmes de vote. Mhm. Très régulièrement, c'est comme ça que les designs ont évolué. Donc, dans l'index interne, tu vois des évolutions, c'est-à-dire que quand tu te renseignes sur l'histoire de l'index interne, des visuels changent. Par exemple, pour Mélofée, on a toute une série de visuels, parce que justement, c'est un Pokémon qui avait vocation à potentiellement devenir une mascotte, toujours dans cette idée de Pokémon de compagnie. Il devait incarner ça, donc être vraiment attractif. Il faisait des votes en interne, et tout le monde votait. Je crois que donc, tu avais tout Game Freak, et pas l'équipe qui travaillait uniquement sur Pokémon, donc tu n'avais pas que les 10 de Pokémon qui votaient, tu avais les 90 personnes de Game Freak qui mettaient leur avis. Okay. Et grâce à ça, ils avaient une idée des Pokémon qui avaient tendance à plaire ou pas. Et c'est comme ça qu'en gros qu'a été départagé Pikachu, Mélofée. Alors Ptitard a été assez vite éloigné, mais Mélofée est resté assez longtemps. Dans le Coro, ils ont utilisé Mélofée, mais le problème c'est qu'ils en ont fait une utilisation un peu graveleuse. Ils faisaient des blagues un peu border. Et je pense que ils ont fini par prendre Pikachu pour un peu repartir à zéro, et puis c'est notamment l'animé finalement qui a vraiment popularisé. Tu sais qu'il y a eu une petite anecdote, que j'ai vu ça dans une vidéo, je crois que c'est Trash pour le coup. Ouais. Pokémon Trash, qui avait parlé comme quoi à l'époque où il y a eu l'épisode avec Porygon et les Flash là. Ouais. La licence Pokémon a pris un coup monumental en termes des actions, etc. C'était terminé. Et quand Pokémon est plus ou moins revenu, ils ont fait, parce qu'il y en a qui se disaient c'est la faute de Pikachu. Là-bas, alors pour le coup, c'est Porygon qui a été banni, qui a pris pour son grade, alors que c'est vraiment Pikachu qui fait l'attaque en soi. C'est la faute de Pikachu si elle s'éclaire, etc. Et c'est pour ça que l'épisode d'après, c'est un épisode qui se fait en 2 parties. Il laisse son Pikachu dans une forêt de Pikachu, de plein de Pikachu sauvages. Ok, je me rappelle. Pour voir en fait la réaction du public japonais en disant Sacha abandonne son Pikachu. Est-ce que ça va avoir un impact sur les petits japonais qui regardaient à l'époque? Et ça a eu un énorme impact. Les japonais étaient tristes sur le départ de Pikachu. C'est pour ça que Pikachu est revenu, et c'est que Porygon qui a pris pour son grade et qui a été banni. Ok, c'est marrant. Alors j'avais pas l'info. Moi je savais juste que l'émission a été arrêtée pendant 3 mois. Genre plus de Pokémon à la télé pendant 3 mois, ça c'est un message très fort. Mais ok, je savais pas du tout que l'épisode de la forêt des Pikachu... C'était par rapport à ça. Ok. Et je trouve ça incroyable. J'ai appris ça vraiment il y a moins d'un mois sur Pokémon Trash, si vous voulez regarder un peu plus en détail, parce que moi je le dis très vulgairement. Mais voilà, en gros ils rentrent vraiment en détail. Pour le coup, les vidéos de Pokémon Trash ont de plus en plus travaillé sur l'aspect Pokémon. Et ils ont fait une vidéo d'ailleurs sur les cartes Pokémon et à peu près leur design, les histoires, qui était vraiment très travaillé, et j'ai trouvé ça fou. Je me suis dit, une chaîne commerciale, comme ça, avec des passionnés qui sont derrière en train de d'écrire, etc. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait une histoire sur ça, parce qu'ils en parlent aussi. Ok. Après ils ont fait une vidéo Mea Culpa il y a pas longtemps où ils expliquent un peu toutes les erreurs qu'ils ont fait dans... Aussi, je trouve ça cool. Ça je trouve ça hyper intéressant comme chose, parce que des fois tu vois passer un peu des approximations, des petites dingueries. Si on chipote, c'est pas tout à fait vrai, tu vois, mais bon, c'est aussi une... Non, ils font du très bon taf, et c'est vrai que depuis quelques mois, c'est vraiment du très bon taf, et je tiens vraiment à les féliciter, même si il y a très peu de choses qui ne viennent pas de ça, mais voilà, ils en avaient discuté. Cet épisode-là, moi j'avais appris cette information, et c'est cool de rentrer en détail, parce que c'est vraiment une vidéo complète dessus, de 10 minutes. T'as toujours des infos quand même hyper intéressantes. Moi, c'est sur leur guide à la sortie des jeux, où les mecs me bluffent, t'as les gens qui... 3 jours après la sortie, ils te font un guide complet du jeu Pokémon. Je suis en mais non seulement faut le faire, mais en plus faut l'écrire. Enfin, après ils les ont en avance et tout ça pour préparer ça. Ouais, c'est ça. Moi à l'époque, j'étais CM du coup chez Pokémon Trash, et on me demandait de chercher les trucs, de les mettre en valeur, etc. Enfin en images, etc. C'était cool. J'avais été sélectionné parce que j'avais fait un visuel. Pour moi pas fou, mais ça avait plu. Donc ça avait plu. En fait, je reprenais un peu leur ligne éditoriale. Tout simplement. Enfin, on s'écarte un peu du sujet. Mais voilà, tout ça pour dire que Pikachu du coup est devenu la mascotte. C'est vrai qu'avec Mélofée, je pense que ça, pour moi, ça serait pas passé, Mélofée. J'avais entendu dire que c'était aussi la couleur, mais le truc c'est comme oui, j'en ai entendu la couleur, parce que ça faisait un peu plus pour filles.
Parce que bah, t'as le rose, hein, rose fille, bleu garçon. Je sais plus quelle est la source pour cette info, mais moi c'est pas quelque chose que j'ai travaillé, moi c'est surtout l'information que j'avais, c'était les votes successifs en interne, Ouais, ça j'en ai entendu parler aussi. et qu'au final Melofé a été la première mascotte, en tout cas le premier Pokémon utilisé pour des interactions, et on lui a prêté une voix, c'est-à-dire que c'est un Pokémon qui s'exprimait, et c'est surtout le dessin animé hein, qui a ancré Pikachu comme mascotte. Et totalement d'accord. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, en tant que mascotte, Pikachu, c'est le seul Pokémon où, dans toutes les langues, c'est Pikachu. Il me semblait que Mewtwo c'était pareil aussi. Non, c'est pas impossible, ouais. T'as quelques Pokémon, et à la base ils voulaient pas traduire les noms. Hein. Les Japonais étaient en mode non, on traduit pas les noms, et des mecs comme Julien Bardakov se sont battus. Tu sais que j'ai contacté Julien Bardakov pour avoir une interview avec lui. Je n'ai pas eu de réponse. Ah, moi j'ai déjà échangé un peu avec lui. Et bah écoute, si t'arrives à le mettre en. Ça fait longtemps qu'il répond plus. Ouais. Je l'ai avant Covid, c'est-à-dire que moi c'était pendant mes recherches, on avait parlé et tout, et il m'avait filé quelques réponses, mais par mail, très tu l'avais vague. contacté ou sur Insta? Non, sur les réseaux. Sur, les réseaux. Sur Facebook. Oh, j'ai tenté sur Facebook. J'ai tenté via Insta, mais. Mais c'était il y a combien de temps? L'année dernière. Ouais, post-Covid. Mais il est actif sur les réseaux. Hein. Oui, il est actif, il est oui, actif. toutes mais les conneries qu'il sort. Oui. Ah, mais moi j'aime beaucoup, moi il me fait beaucoup rire. Ah, moi aussi. Mais c'est vrai, et je veux qu'il signe mon mémoire aussi. Je Okay. veux qu'il fasse partie des personnes qui font une petite dédicace. Sur ce mémoire. C'était ma dernière question. Voilà, j'espère que vous avez appris plein de choses. Merci Félix pour ton temps et toutes tes recherches par rapport à tout ça. J'ai pas l'impression moi d'avoir su trop bien transmettre, mais j'espère que ça. Bon, bah, dites-nous dans les commentaires si c'était enrichissant pour vous. En tout cas, moi, ça l'était pour moi. Et c'est ce que je veux aussi. Moi, j'ai passé un super moment. En tout cas, j'ai senti une vraie, un amour des mêmes choses, tu vois, dans la licence. Bah, comme tu vois, je me suis quand même beaucoup renseigné sur les choses. J'ai regardé beaucoup de vidéos parce que moi, Pokémon, c'est quelque chose qui me passionne réellement. Et voilà, je me suis vraiment intéressé un peu à l'histoire, sur la conception du jeu, sur la suite, tout simplement. Après, c'est vrai que j'ai un peu décroché à partir de Noir et Blanc. Ouais. Où je ne retrouvais plus en fait ce qui m'avait un peu animé dans les premières saisons. Bon, toi, tu t'es du coup arrêté un petit peu avant, mais. Bah, je les ai tous faits. Hein. Moi, j'ai fait tous les jeux Pokémon. Ok. Moi, Noir et Blanc, donc Diamant et Perle, je l'ai fait à la sortie. Noir et Blanc, je l'ai fait à la sortie. J'avais été déçu parce que je trouvais qu'en gros le Pokémon tu casses la gueule aux gentils, c'est à dire que le mec dit non, arrêtez les combats de Pokémon, et comme son boss c'est un vrai méchant, au final la morale c'est un peu ça justifie le fait que tu te battes contre lui. J'avais eu un discours avec un pote là-dessus, bref. Ok. J'avais été Alors on va repartir sur une deuxième Ouais, étape, pardon. X et Y, j'avais été très déçu des caméras. Je l'ai fait plus tard, a posteriori, très déçu des caméras. Et globalement, après, ça a été vraiment l'hécatombe. Ok. On pourra en reparler des heures. Je suis désolé. Mais il n'y a aucun problème, ça sera le lieu d'une prochaine interview, il n'y a aucun problème. Bon, en tout cas, moi j'ai passé un très bon moment, j'espère que vous avez passé aussi un très bon moment. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur certains réseaux ou... Gentillesse au pluriel sur Instagram, mon compte est privé. Ce sera juste ici. Mon compte est en privé, j'accepte de manière générale, juste faut faire la demande. Je le mets pas en public parce que je poste des fois des trucs un peu liés au boulot et tout qui peuvent être pas sensibles, mais je préfère être discret. Ok. J'aimerais faire une chaîne YouTube qui s'appellera La Réflexion, mais ça fait longtemps que je dois le faire, donc voilà. Bah écoute, si ça t'aide à te lancer avec des personnes qui sont intéressées par avoir des informations sur un peu de la licence Pokémon. Petite question, est-ce qu'on pourrait retrouver ton mémoire par écrit? Je vais te le passer, je vais te le passer, le lien en ligne. Ce sera dans la description aussi. Voilà, le lien Google Drive, où on verra comment tu préfères pour l'accessibilité. Drive pour moi c'est le mieux, ouais. Ouais, Drive. Voilà. Ok, et du coup on se retrouve dans 3 mois avec le musée d'Orsay, c'est ça? Je ne suis au courant de rien, Ah ouais. Il y a des sourires qui veulent tout dire. Mais l'idée me plaît, mais... Et bien en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, on se retrouve très vite sur les réseaux. Au grand plaisir, et puis je regarderai les prochaines... Les prochaines interviews. C'est ça, je regarderai avec plaisir les prochaines interviews, et les anciennes qu'il faut que je revoie parce que j'ai oublié certaines infos. Tu sais que j'ai une personne qui m'a dit je viens de me mater 25 heures d'interview. J'ai fait quoi? Ah ouais. J'ai me dit j'ai tout rattrapé. Je fais ah oui c'est beaucoup. Puis en plus mes interviews deviennent de plus en plus longues pour certaines.
Et en général, on dépasse l'heure pratiquement. Ouais. Bah ouais, ça, j'ai Tu quand sais même... qu'à l'époque, quand j'ai commencé les interviews, on m'avait dit oui, 20 minutes grand max. Les gens kiffent les formats longs parce que podcast. Ouais, bah oui, il y en a qui regardent beaucoup en podcast. Donc tous les plans de coupe que je mets, ils servent à rien. Non, mais ça peut être des cas où les gens ils vont après, tu sais, ça va être Mm. des trucs où tu viens le checker ça. et tout. Allez, du coup, on va clôturer là, parce que sinon on va repartir encore dans... Vous avez pas le off, mais dans le off aussi on parle. N'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve du coup très vite sur les réseaux. C'était Matt, merci Félix. Tchouf.